Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance, avec à mes côtés, vous l'avez dit, il est là, c'est Eric Bless. Bonsoir Eric. Bonsoir Dominique et bonsoir à tous les turfistes. Eric, vous étiez là la semaine dernière en tant que secrétaire de l'Association nationale des turfistes, l'ANT. Vous vous apprêtiez à rencontrer Cyril Giraudat, nouveau directeur général du PMU, ce qui est une réunion qui a eu lieu mardi et je vous ai proposé de venir nous faire le reporting. Si vous avez été entendu, écouté par la direction nouvelle du PMU et vous êtes là pour ça. On se retrouve dans quelques instants. Il est avec nous, ça fait longtemps, Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Salut Kevin. Salut Dame, bonjour à tous. Chef de service hippique. Ça marche toujours les pages hippiques, 4 ou 5, des bons papiers, des bons pronostics, une belle équipe. Bravo. Bah, vous avez tout dit. On essaye d'être les plus performants possibles et voilà, on essaie de se renouveler aussi. Et écoutez, ça se passe plutôt bien. On te représente toujours 15% des ventes du journal. Donc voilà, c'est 4 pages qui sont très très importantes pour notre titre et on espère qu'il le restera encore, que ces pages le resteront encore très longtemps pour nous. Et pour les courses. C'est sans doute parce qu'il y a des pages hippiques dans le Parisien aujourd'hui en France qu'on peut qualifier celui-ci de quotidien, grand quotidien populaire. C'est le seul aujourd'hui quotidien généraliste à proposer une rubrique de cette qualité-là. Oui, proposer 4 pages sur les courses hippiques quotidiennement, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Maintenant, il y a Ouest France qui s'intéresse de plus en plus aux courses et qui produisent de très bons papiers de fond. Qui produisent de très bons papiers de fond. Et donc voilà, ça fait partie des concurrents. Comme quoi la mère des chevaux n'est pas morte. J'ai eu une réflexion la semaine dernière aux courses où on reprochait à Radio Balance d'être très anxiogène, de dire que ce qui allait mal et pas ce qui allait bien. Alors j'ai réfléchi toute la semaine, je me suis dit mais qu'est-ce qui va bien dans le milieu dans lequel on vit en ce moment, à dire vrai, pas grand-chose. Mais bon, c'est une activité heureuse, il y a toujours des chevaux, il y a toujours des gens qui s'en occupent. Et ce qui va bien, c'est la performance des chevaux en fait. C'est les seuls qui, j'ai l'impression, on a vu une très grande, faites bien d'en parler, on a vu une très très grande Iroise de la Noé dimanche dernier à Vincennes à l'arrivée du Prix de France. Les relations qui ont été faites par les uns et les autres, on ne va pas critiquer les confrères, elles étaient à mon sens un peu moyennes quand même, je ne parle pas de vous, ils se reconnaîtront ceux que je vise, mais sinon on a vu une très très grande jument. Dans le sang d'Iroise de la Noé, on retrouve une certaine Mazina qui portait les couleurs de la famille Lévesque, drivée par François Broyer. J'étais pas né, pour vous dire, c'est vieux, c'était dans les années 50. Eric, vous l'avez connu Mazina? Non. Ça vous parle? Non plus. Donc vous voyez, c'est très très vieux. Mais on parle de ça, d'une grande jument qui s'est révélée à l'arrivée du Prix de France. Vous acquiescez dans ce que je dis? Je pense qu'elle l'a montré auparavant, qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleurs. Dans le Prix d'Amérique, c'était un coup raté. L'année dernière, c'était aussi un coup raté finalement, même si elle venait lutter pour les toutes premières places. C'est une juste récompense pour la jument, pour le travail de Thomas, qui a toujours cru en elle. C'était un peu difficile de se dire qu'elle n'allait pas passer un jour ou l'autre dans une grande course. Elle n'avait jamais encore gagné de groupe 1. Vu l'estime qu'il lui portait, c'était une anomalie. Cette anomalie a été réglée. Elle l'a fait de très belle manière. Je ne pense pas qu'il y ait de contestation possible sur sa victoire. Je pense que si on fait la course pas mal de fois, je pense qu'elle gagne. Il a pu sortir de ce numéro par chance, parce qu'il voulait quand même déclarer non partant quand il a su qu'il avait le numéro 10. Oui, on disait que c'est compliqué parce qu'avoir le numéro 10 avec une jument qui est claustro, qui n'aime pas être au contact des autres, dans le paquet, la corde à gauche, des chevaux à droite, il fallait que vraiment tout se passe dans un rêve, comme dans un rêve, et ça s'est passé comme dans un rêve. Oui, comme quoi. J'ai souvent entendu cette formule-là, il n'y a pas de mauvais numéro, il n'y a que des mauvais scénarios de course. Et là, il y a eu un scénario idéal. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'était un très mauvais numéro, et finalement, ça s'est passé comme dans un rêve. Je crois que même dans ses rêves, il ne l'aurait pas imaginé comme ça, Thomas. Alors, j'aurais aimé avoir dans cette émission Eric Raffin pour être complet. J'ai appelé Eric hier, le procès qui lui a été fait me semble
à bien des égards extrêmement injuste, et j'aurais aimé qu'il vienne nous en parler. Il a décliné l'invitation. Je trouve cela dommage. Mais voilà, vous savez à peu près tout. Donc on a vu une grande jument, vous le dites. Eh bien, il y a heureusement des chevaux qui gagnent des courses et qui le font de manière éblouissante. Ce fut le cas la semaine dernière. Iroise de la Noé. Samy Boisa est avec nous. Oui. Samy, c'est la réalisation. Bonsoir, Dominique. Fais tout, Samy. Faire les pronostics de l'obstacle tout à l'heure avec Thomas Borin, avec Gilles Barbarin. Et puis il va intervenir dans cette rubrique actualité. Samy. La famille Lavec qui a célébré au Cardinal, ici même, à la brasserie. Ils sont venus, ils sont forts parce qu'il y avait match PSG Marseille dimanche soir. Ils sont venus célébrer la victoire d'Iroise de la Noé. Ils étaient une trentaine. On a même vu Fafo qu'on salue. On avait plein de gens, plein d'amis. Ils ont sympathisé avec Julien Cazard aussi. Julien Cazard, sans doute. Bon, moi, je ne suis pas venu parce que ils sont arrivés pratiquement à la fin du match. Et je dois vous avouer que j'étais dans les bras de qui vous savez, autrement dit, de Morphée. Ouais. Voilà, déjà. Je suis comme ça. Voilà, je fais tout comme les poules. Je déjeune tôt, je dîne tôt et je vais dormir de bonne heure. Voilà. C'est le secret de ma longévité. Voilà, on va dire ça. Eric, prenez-en de la graine. Allez, bien, on arrive. Alors, vous avez présenté à peu près les rubriques. Nous avons donc parlé du plat et de l'obstacle. Gilles Barbarin sur les deux. Vous, Samy. On retrouve Thomas Borin. Thomas Borin qui a vécu un grand moment. Il nous a fait peur vendredi dernier. Il a eu 3 jours. Ouais, il est passé par tous les États d'Amérique. Thomas, on le retrouvera justement pour la réouverture d'Auteuil. Et oui, on rouvre déjà, saisonnalité oblige, on rouvre déjà l'hippodrome d'Auteuil alors que nous n'en sommes qu'au 14 février. Le trot enregistré par Alexandre de Koopman. Voilà, on a une réunion à Vincennes avec notamment le prix Pierre de Montesson, autrement dit le critérium des jeunes, ce qu'on appelait dans le temps le critérium des jeunes. À ce sujet-là, j'aimerais votre réaction, parce qu'il faut bien en parler, Kevin Romain. On déclasse le René Ballière, qui a lieu traditionnellement, ce qu'on en appelait avant, les plus vieux turfistes s'en souviendront, le championnat européen des trotteurs. On déclasse le René Ballière, qui ne sera plus groupe 1, on l'estampille groupe 2, ce qui va permettre de faire entrer des hongres et de gagner en partant. Bonne ou mauvaise idée ? Il y a deux lectures, hein. Le traditionnaliste va dire le René Ballière, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'il fallait à un moment donné qu'on ouvre un groupe 1 aux hongres. Bon, le problème, c'est qu'on ouvre un groupe 1 pour le déclasser en groupe 2 pour le donner aux hongres. Enfin, pour l'ouvrir aux hongres. En France, au trot, on n'a pas de groupe 1 ouvert aux hongres. C'est un peu dommage. Je pense que ça pourrait permettre une évolution. Ça me paraît pas complètement fou. J'aurais bien aimé voir Inexcess Bleu, par exemple, cette année dans le Prix d'Amérique. J'aurais peut-être bien aimé aussi voir Hino du Lupin. Bon, maintenant, après, c'est un débat sans fin. C'est dommage de pas pouvoir créer cette course-là et justement créer un peu d'émotion et de quelque chose qui se passe autour de cette course-là, de pouvoir créer un événement autour de cette course-là. Bon, le fait de le déclasser en groupe 2, je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je trouve juste que c'est dommage qu'on ne permette pas aux Hongres d'avoir ce groupe 1 et d'avoir une vraie affiche contre le meilleur entier ou la meilleure femelle contre le meilleur hongre, ou les meilleures femelles et mâles et contre les meilleurs hongres. Je trouve que c'est dommage de se priver de ça, alors qu'on demande justement à ce qu'on ait des enjeux, à ce qu'on ait plein de choses. Se priver de ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je comprends la réaction de ceux qui disent c'est pour la race du trotteur français. Je pense qu'il y a des épreuves qui permettent ça, le critérium, etc. Je pense que d'en ouvrir un aux hongres ou d'en créer un pour les hongres, avec les hongres, ce serait une bonne idée, je trouve. Mais bon, ce René Ballière, après, voilà, il faut voir comment il est situé par rapport à l'Elite Lopp aussi. Il y a ça aussi. C'est un problème parce que peu de gens en ont parlé. On est quand même très proche de l'Elite Lopp, qui est quand même un aspirateur de partant pour René Ballière. Et ça devient un vrai rendez-vous en plus. Et ça devient un rendez-vous qui est ouvert aux hongres pour le coup, l'Elite Lopp. Donc je suis pas sûr qu'en ouvrant ce René Ballière aux hongres, on va gagner en partant, puisque les bons, on va les retrouver au départ de l'Elite Lopp. Et ensuite, on a 15 jours entre l'Elite Lopp et le Ballière. Je crois qu'il y a 3 semaines. 3 semaines. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 semaines. 3 semaines. Mais oui, ça va poser problème, parce que là, par exemple, le meilleur hongre en activité, là, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Inexcess Bleu, avec Hino du Lupin, qui doit être légèrement en dessous. Je pense que c'est l'ordre à l'attelé. Mais Inexcess Bleu, qu'est-ce qu'il va faire au printemps ? Est-ce qu'il va tenter sa chance dans l'Elite Lopp après ce qu'il vient de faire dans l'UET Master, où on peut se dire que c'est jouable ? Ou est-ce qu'il va se dire je vais sur le René Ballière, où je
peut-être un peu plus en sécurité, entre guillemets. Et je suis chez moi et j'ai pas de voyage. Chez moi, j'ai pas de voyage. Tout ce qui vient autour de l'Elite Club, avec peut-être aussi du matériel qui est peut-être pas utilisable en Suède, mais qui est utilisable en France, avec aussi le système de batterie qui peut peut-être poser problème pour une XS Bleu. Voilà, mais en même temps, il y a le défi à relever aussi. Et les Abrivard aiment bien aussi avoir ces défis à relever. Est-ce qu'ils vont le tenter je pense que c'est excitant aussi d'aller en Suède et de se dire on va aller battre les Suédois chez eux. Bon, je sais pas. Je trouve que la position là du coup est un peu délicate, mais bon, on pourrait dire ça aussi pour les entiers et pour les femelles. Hein. Ça pose pas de problème d'aller tenter leur chance pour l'Elite Club et ensuite de revenir et disputer le Une XS Bleu qui a gagné groupe 1 en Belgique, à Mons pour le coup. Le Grand Prix de Wallonie est ouvert aux Hongres. Premier, une XS Bleu. Deuxième, Josh Power. Voilà. The Show pour notre ami. Notre ami Samy. On salue notre partenaire quand même, Genibet. Oui, bien sûr, Genibet, on salue partenaire fidèle. Genibet, qui propose d'ailleurs un The Show. Deuxième, oui, exactement. Voilà. Mais j'ai un doute, mais à un moment donné, il y avait le prix d'été aussi, parce que je me rappelle qui était groupe 2, d'une lutte entre Bold Eagle et Aubryon, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, qui avait peut-être été à ce moment-là reprogrammé groupe 1, c'était pas un World Final World Series UET. Toujours resté groupe 2. J'aurais pas dire de moi j'ai bêtises. souvenir du prix d'été comme d'un groupe 2 qui se courait au mois de septembre. C'est ça, exactement. Remporté par Balou Boy à l'occasion. Mais à 40 contre 1. Mais bon, sans mon argent, je précise. On a essayé aussi cette configuration-là. On était sur longue distance. Et je crois que la location était un petit peu rehaussée sur ce prix d'été. J'ai pas vérifié, j'avoue que c'est un manquement de ma part. Mais là, le seul point positif dans ce truc-là, c'est que la location reste la même. Donc forcément, il va y avoir un peu d'excitation pour les entourages des chevaux à essayer de gagner cette course. C'est le seul point positif qu'il peut y avoir. Mais c'est dommage, je trouve, de pas le labelliser groupe 1 et de l'ouvrir aux Hongres. En tout cas, c'est dingue de ne pas avoir un groupe 1 ouvert aux Hongres dans l'année. Oui, c'est un peu déguisé en fait finalement sur René Ballière. C'est un groupe 1 déguisé avec une allocation de groupe 1. Oui. Bon voilà, c'est juste qu'il n'y a pas le... Voilà, il n'est pas poinçonné groupe 1. Voilà. Bon, est-ce que c'est dramatique en soi? J'ai envie de dire non, mais c'est dommage parce que peut-être que ça exciterait aussi peut-être des étrangers aussi de venir en France en disant je vais aller gagner mon groupe 1, un bon étranger hongre qui tenterait le coup et se dire tiens je vais essayer d'aller gagner le groupe 1 chez eux. Voilà. Bon. Maintenant il y a la location qui fait la différence. Voilà. Un mot sur le galop avec Guillaume de Saint-Seine qui a accordé une grande interview à son média préféré. Je parle du Jour des Galops bien évidemment, avec un titre: Mon plan pour réinventer le galop français. Alors il y a 6 mois de cela, il voulait remettre les courses dans le cœur des Français. Là, il va réinventer le galop français. Comment faire? On recevra, je pense, lors d'une prochaine émission, Arnaud de Seyssel pour venir nous parler de ce plan qu'a décliné sur plusieurs axes le président de France de Galop. Ça, c'est à lire dans Jour de Galop. Juste, il y a une mention, si pour rester dans le galop, Grandiose qui prend sa retraite. Grandiose prend sa retraite. Pour Lisa Carberry, oui. Le vainqueur du Grand Steeple, qui est un cheval qui a été apprécié quand même par tout le monde. Un magnifique cheval, donc il prend sa retraite. Il ne sera plus là cette année. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Et dans le reste de l'actualité, il y a le départ de Eli Eno. Pardon? Le départ d'Eli Eno. Il est parti où? Il est parti. Parti. Bon, il n'est plus là. Voilà, je parle pas des fantômes. En revanche, je vais vous parler des parasites parce qu'on a une rubrique bien-être équin avec Claire Cicluna qui nous parlera du parasite des chevaux. Parasite interne, parasite externe, il y en a de tous les côtés. Surtout, l'important, comment on les détecte, comment on les soigne. Cela avec le docteur Cicluna, une rubrique parrainée par Equidarmor. On va se tourner vers vous, mon cher Eric. On va parler de choses sérieuses. La semaine dernière, vous aviez exposé un peu toutes les doléances que vous alliez remettre. C'était un peu ça, finalement. Hein. Vous alliez voir, vous aviez pris rendez-vous avec Cyril Giraudat, qui avait annoncé dans Radio Balance qu'il serait ravi de vous revoir, puisque lorsqu'il était directeur du marketing, il y a quelques années de cela, vous aviez des liens assez étroits avec lui. Là, il vous a donné rendez-vous, vous l'avez rencontré mardi, et vous l'avez rencontré pendant 2 heures. Il était avec le chef du produit hippique du PMU, Bertrand Jacob. D'abord,
Quel ressenti avez-vous, avant d'entrer dans le fond de ce que vous lui avez dit et de ce qu'il vous a dit, quel ressenti avez-vous de cette nouvelle équipe à la tête du PMU? On a enfin des sachants à la tête d'un opérateur de jeu. Ça a dû vous faire plaisir. Tout de suite, il nous a reçus dès qu'on a demandé le rendez-vous. Il nous a reçus pendant plus de 2 heures. Il nous a reçus en homme de dialogue, d'écoute. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les courses, pour les parieurs, pour le PMU. Après, ça ne veut pas dire, bien sûr, ils nous seront toujours d'accord, et nous l'avons vu mardi, mais c'est toujours intéressant de pouvoir dialoguer. On a parfois du mal à dialoguer avec les dirigeants du galop, du trot, parfois même du PMU, mais là, on va installer une structure de dialogue. Quand on est parti, il nous a dit qu'on revenait quand on voulait, qu'on avait ses coordonnées, etc. Et il est content, je pense, qu'on puisse lui livrer le ressenti des parieurs. On a dépassé ce week-end les 14 000 abonnés, 14 300 je crois, sur votre page Facebook. Il y a eu beaucoup de 110 buzz, contributions. Oui, alors, on était, lorsque on en avait parlé, vous étiez à 89. Il y en a 20 qui sont agglomérés à celle-ci. Qu'après, je vous en parlerai tout à l'heure, on a fait une synthèse. Et là, de nouveau, il y a eu entre 100 et 150 contributions. Et après, on a donné un petit compte-rendu de la réunion avec M. Giraudat. Et de nouveau, il y a encore eu plein de contributions. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les parieurs, ils veulent donner leur avis. Ils font vivre les courses. Moi, je dis toujours, le parieur, c'est quelqu'un qui veut bien perdre un petit peu d'argent, mais pas trop. Et en ce moment, il en perd beaucoup trop. Il a l'impression que la redistribution des gains, ça va uniquement dans la poche des GPI, de ceux qui décrochent le bon numéro, le x10, etc., mais pas dans sa poche à lui. Et puis, il veut être considéré. Donc, M. Giraudat, c'est un bon point. Il nous a reçus avec beaucoup d'esprit de dialogue. Et donc, si vous voulez, je peux vous dire un peu en quoi a consisté l'entretien. Je vous écoute, Eric. Très bien. Alors, nous avons tenu pendant la première heure, avant d'échanger, à livrer notre analyse de la baisse des enjeux. Pourquoi? Parce que M. Giraudat est là depuis 5 semaines et demie. On pense que de tous les côtés du trot et du galop, il doit recevoir des conseils, faites ceci, faites cela. Et on sait bien les conseils qu'on va lui donner. C'est faites de nouveaux jeux ou bien relancez les paris sportifs. Et nous, notre analyse, elle est complètement différente. Des nouveaux jeux, pourquoi pas, mais ça sert à quoi? Le problème, c'est la redistribution des gains. Ça sert à quoi d'inventer un nouveau jeu si de nouveau les parieurs sont spoliés? Ils ne gagnent presque plus rien en ce moment. C'est ce qu'ils nous ont dit sans cesse dans leur contribution. Donc on lui a présenté, comme je l'avais fait avec vous la semaine dernière, ou bien il y a 3 mois avec M. Wurst, donc tout ce qui dégrade les enjeux dans les initiatives prises par le PMU au cours des 15 dernières années, que ce soit les bonus du quintet, les tirelires, les cadeaux en veux-tu en voilà ou les cadeaux au GPI. Mais je voudrais ajouter un petit quelque chose, Dominique, que je n'avais pas abordé l'autre jour, c'est que le PMU n'est pas seul responsable, il y a aussi une responsabilité de la part des sociétés de course. Alors, vous allez me comprendre, je n'entrerai pas dans le débat interne au galop sur les courses à sélection versus les handicaps, je parlerai du trot. Quand vous avez le trot qui organise un quintet, un beau quintet dans une belle épreuve, groupe 3, étape du Grand National du Trot à Angers, à Laval, 16 partants, c'est magnifique. Mais quand les turfistes qui font le papier et qui font le gros des enjeux se rendent compte que sur les 16 partants, vous avez 8 émojis rouges. Vous savez, Dominique, que c'est arrivé plusieurs fois. Bien sûr. 8 émojis rouges sur 16. À ce sujet-là, on repartira sur le GNT le 4 mars prochain en allant à Amiens. Mais l'année dernière, chaque étape du GNT fut une catastrophe pour le parieur. Bien. Avec pratiquement 4 fois sur 5, un bonus 3 à 1,10 € et un bonus 4 sur 5 à 1,20 €. Ça n'est plus possible. Il vaut peut-être mieux aller organiser le quintet dans l'Européenne, qui est dans la Réunion, plutôt que sur ces étapes où, vous le dites, on sait qu'il y a la moitié des chevaux qui ne roulent pas. Voilà, donc c'est impossible d'avoir de bons enjeux. Et ça, et donc de bons rapports, et ça c'est la responsabilité des sociétés de course. Alors vous voyez tout à l'heure, vous parliez de la rétrogradation du championnat européen, le prix Renaud Balière, au prétexte donc qu'il n'avait qu'entre 8 et 12 partants ces 6 dernières années, en général entre 10 et 12 et 8 l'an dernier. Mais ça n'a pas l'air de gêner, en revanche, le moins du monde, les dirigeants du trot, qu'il y ait 8 partants réels dans certains quintets. Vous voyez. Donc là, il y a une contradiction qu'ils doivent affronter. Alors, j'en reviens maintenant à ce que nous avons exposé à M. Giraudat. Après cela,
il y a eu, bien sûr, notre point de vue sur le online, la refonte nécessaire du site internet, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez dans un instant. Il y a eu aussi donc notre point de vue sur les paris sportifs, c'est pas qu'on soit contre, par exemple si dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, il est possible de faire un report d'une belle course à Auteuil-Enghien ou Vincennes sur un beau match de la Ligue des Champions, pourquoi pas? Ça serait sympathique ça. Mais réinvestir massivement avec tous les risques que cela comporte contre la concurrence d'aujourd'hui, ça nous paraît impossible et donc on voulait le mettre en garde là aussi. Et après, eh bien, nous en sommes venus à la présentation de la contribution donc, des parieurs. Est-ce que vous voulez qu'on en dise un mot, Dominique ? Libre antenne, mon cher Eric. Bon, tenez, je vous donne un exemplaire, comme ça on va pouvoir suivre en même temps, et on va pouvoir comme ça recenser un petit peu les doléances des parieurs. C'est intéressant, et c'est ça qui a intéressé M. Giraudat en particulier. Alors, je ne vais peut-être pas vous étonner, mais l'irritant numéro 1, numéro 1 haute parade des irritants, c'est les bonus. Les bonus au quintet, les parieurs n'en peuvent plus. Il y a un rejet des bonus. Alors, il y a deux solutions proposées. Soit on les supprime tous, soit on en supprime, et dans ce cas, ça serait quand même plutôt le 4 sur 5. Alors, M. Giraudat nous a dit que c'était à l'étude, là, une nouvelle réforme, bien sûr. Alors, à l'étude, parce qu'on a lu avec effarement qu'on prévoyait un nouveau quintet pour 2027. 2027, c'est loin. C'est dans un an. Est-ce que vous avez, en termes de calendrier, une date ? Non. Nous n'avons pas de date, mais il est conscient du problème des bonus à réformer. Deuxièmement, améliorer les rapports. Alors, si vous me permettez de lire à haute voix 2-3 commentaires, parce qu'ils sont très symptomatiques de tous les autres. Ce que nous voulons, ce sont des rapports plus élevés. Ou bien, nous voulons des gains comme en 2000, pas les rapports ridicules actuels. Ou bien, si les parieurs gagnent plus, ils joueront plus. Donc ça revient tout le temps. Après, conjoncturellement, on n'a pas les mêmes parieurs aujourd'hui qu'on en avait en 2000. Les parieurs sont devenus aujourd'hui, les parieurs sont de vrais experts. Ah bah bien sûr. Voilà. Et surtout, on ne reviendra jamais au rapport d'avant. Et surtout, en 2000, on avait beaucoup de joueurs. On en a moitié moins aujourd'hui. Et ceux qui restent, ce sont les experts, pas les fiches, pas ceux qui perdent à chaque voyage. Bien sûr. Ceux qui perdent, ils sont partis. Du coup, les experts jouent entre eux des rapports moins élevés. Mais là, c'est normal. Je vais tendre une petite perche que vous me tendez. Quand vous dites les experts jouent entre eux, mais vous savez ce qui risque d'arriver d'ici 4, 5, 6 ans. Imaginez si les parieurs, y compris les experts comme nous, cessent de jouer. Qu'est-ce qui va se passer ? Les grands parieurs internationaux vont jouer contre eux et donc ils s'en iront aussi. Exactement. Et il n'y aura plus personne parce qu'entre-temps, on n'aura pas perdu les parieurs traditionnels. Ça s'appelle la quadrature du cercle. Voilà. C'est fait. Alors, je reprends notre liste. Expérimenter c'est frappé du saut du bon sens que vous dites, Eric. Expérimenter la cote fixe, donc au moins sur quelques grandes courses pour voir. Alors, oui. Alors, vous savez, moi je suis nordiste. Voilà. Quand je joue aux cartes, je me demandais si Cyril Giraudat a les cartes en main. Quand je joue aux cartes, il y a toujours autour d'une table de cartes quelqu'un qui n'a rien à voir dans la partie, mais qui vient vous dire comment il faut faire. On appelle ça dans le Nord les rouettants. Les rouettants, voilà. Le rouettant, c'est quelqu'un qui sait pas ce qui se passe, mais qui veut donner son avis. Et des rouettants, on en a. Quand on lit Guillaume de Saint-Seine dans sa belle interview à Jour de Galop qui nous dit qu'il faut de la cote fixe, est-ce que c'est le sujet d'un président de société de course de dire on veut de la cote fixe ? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, il faut que les sociétés de course s'occupent des courses qu'elles sont en charge d'organiser, et que l'opérateur de jeu s'occupe des jeux. Autrement dit, si l'opérateur juge que la cote fixe c'est important, il faut qu'il s'y emploie sans demander l'avis de ceux qui organisent les courses, me semble-t-il. D'accord. Alors ensuite, les courses étrangères n'ont pas grand succès, mais on sait que ce que nous répond le PMU, c'est que c'est marginal, mais qu'il y a quand même une demande pour le matin en particulier. Ensuite, interdire les privilèges réservés aux GPI, bien sûr, ça revient très souvent. Supprimer les cagnottes, les bourses, les multiplicateurs qui diminuent les rapports. Alors, on n'est pas pour tout supprimer complètement. Bien sûr, on comprend qu'il faille. Mais par exemple, peut-être 3-4 tirelires par an, mais pas tout le temps régulièrement, parce que la tirelire, quand on pompe 5% sur les enjeux des parieurs pour le quintet, par exemple, pour réserver pour la tirelire, c'est énorme. Vous comprenez ? C'est énorme et ça réduit trop les rapports.
Après, d'autres demandes qui reviennent souvent, mettre en place un jeu vertical. Alors, je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas des nouveaux jeux qui vont changer la face du PMU, mais s'il y en avait un à créer, ça serait bien sûr le jeu vertical. On a essayé jadis, il y a eu le Derby, il y a eu le Grand 7, il y a eu le Big 5. On sait pourquoi peut-être le Big 5 n'a pas réussi. Ce qu'on a dit à Radio Balance, c'est qu'à chaque fois qu'on a mis en place un jeu vertical au PMU, le jeu vertical en question portait dans ses gènes ce qui allait le faire chuter, l'échec. Voilà, la faillite du Grand 7, c'est la mise trop basse, 1 franc. C'était 1 franc le Grand 7. 1 franc, c'est combien ? C'est 15 centimes d'euros, vous voyez, c'est... voilà. Donc, il faut, la doxa du PMU, elle peut changer, n'est pas dans les jeux dits de grille, les jeux verticaux, et pourtant, c'est ceux-là qu'attendent les parieurs qui nous restent. Donc, il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Oui. Ensuite, alors, pour effectuer des reports d'une réunion sur une autre, donc M. Giraudat, il y avait déjà un chantier en cours au PMU sur la refonte du online. Il y est particulièrement attaché. Les reports d'une réunion sur une autre, pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais on espère que ça va venir plus tard. Lutter contre les baisses de cotes au moment du départ. M. Jacob nous dit qu'il y a aussi, bien sûr, les gros joueurs, qu'il n'y a pas que les GPI, mais enfin, les cotes qui sont affichées après le départ, c'est quand même surtout les GPI. Réunir en une seule masse commune les enjeux en dur et les enjeux en ligne, là, ça n'est pas de leur ressort. Non, là, c'est réglementaire. Et maintenant, pour le numéro 11, eh bien, Dominique, je suis porteur d'un scoop. Et donc là, vous allez être content. Je reviens à Radio Balance avec un scoop. Pouvoir jouer la veille, eh bien oui, ça va être possible en 2026, cette année. Gilles Barbarin est très content. C'est une bonne chose parce que finalement, lorsque vous regardez l'offre commerciale du PMU, on se prive pratiquement d'un jour et demi de commercialisation. Puisque aujourd'hui, on pourrait déjà jouer sur les courses de... Nous sommes quand ? Aujourd'hui, vendredi. On pourrait déjà jouer sur les courses de dimanche, voire de lundi, puisqu'on a déjà les partants. On pourrait les commercialiser. On pourrait les mettre en ligne sur .fr, sur le réseau en dur. Parce que la personne qui va travailler, tiens, je ne vais pas oublier de jouer mon cheval lundi, je vois ça, je vais le jouer, l'argent est bloqué, magnifique. Et nous, finalement, dimanche, ce sera en ligne dimanche matin, lundi sera en ligne quelquefois 3 jours par rapport à lundi. Vous voyez, on est vendredi. Bien sûr. Donc, et là, c'est une vraie bonne nouvelle, une vraie avancée qui permettra peut-être de redonner, c'est assez anecdotique, de l'éclat à certaines courses qui ont lieu très tôt le matin. On pense aux courses de la Breeders' Cup parfois, on pense toujours à la Japan Cup, où les enjeux sont ridicules. Pourquoi acheter les droits d'une course où personne ne peut jouer finalement ? Les courses en Australie, par exemple. Les courses en Australie. Donc oui, il faut qu'on adapte la commercialisation des courses à l'horaire des courses. Il faut penser à tous ceux qui ont déjà le journal pour le lendemain ou les informations sur Internet pour le lendemain, qui savent que le lendemain, ils ont tel rendez-vous le matin en début d'après-midi qu'ils ne pourront pas jouer. Et alors c'est là, Dominique, aussi que Radio Balance et notre association de turfistes sont utiles parce qu'on a cru comprendre qu'au PMU, jusqu'à l'arrivée de M. Giraudat, ça n'était pas un sujet majeur, vous voyez. Et M. Giraudat a dit, oui, je sais que c'est une demande de Radio Balance, et vous aussi, eh bien, on va le faire. Voilà. Alors, point 12, c'est important, réduire la gamme de paris trop abondante. Alors, c'est important parce que il faut œuvrer dans le sens d'une adaptation de la gamme de paris qui a sorti chaque course au profit de la course, me semble-t-il. Exemple, si le Prix de France n'est pas quinté, n'est pas un support de paris à la carte, comme on dit, est-ce que ça aurait pu être un Super 4 par exemple, ou juste un quarté, ordre, boosté pour le coup, de manière plutôt qu'un quinté où on a quand même... quinté, c'est 5 chevaux, il y en a 13 au départ, il y en a 2 ou 3 qu'on peut éliminer. Ou un jumelé ordre. Ou un jumelé ordre, voilà. Je veux dire, rendre tout cela un peu plus sexy. Parce que, on fait du copier-coller à chaque course, finalement. 13, c'est ça, 14, c'est ça, 15, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez... sur la réduction de l'offre par rapport à la course. Monsieur Jacob, là, a une remarque vraiment intéressante. Il a pris l'exemple du multi. Et il nous a dit, écoutez, regardez, le multi, quand on l'a créé, lui il était là à la création du multi, il nous a dit le multi... Ça s'appelait le Carteno à la base. Bon. Le nom de code, c'était le Carteno. Donc le multi, il a tout de suite rencontré du succès auprès du parieur, on a senti que c'était un bon produit,
Et il rapportait beaucoup. Et du coup, on l'a multiplié. Mais c'était aussi pour suivre la demande des turfistes. Et donc maintenant, peut-être qu'on l'a trop multiplié. Et forcément, ça fragmente les masses et ça diminue les rapports. Et donc là, monsieur Jacob a bien mis le doigt sur un problème qui est celui de l'équilibre aussi, entre justement la nécessité de garder de bons rapports et puis en même temps un certain désir des parieurs, quand quelque chose marche, voilà, de vouloir en avoir davantage. Et c'est aussi le problème des tirelires, de tous ces cadeaux. Voilà, trouver le juste équilibre. Alors, pouvoir jouer sur toutes les courses PMH, c'est très intéressant. Voilà, il y a une certaine demande. Ça ne serait là, il n'y aurait pas d'impact trop négatif dans la fragmentation excessive des masses. C'est surtout pour permettre, je crois, en particulier à des vrais joueurs, vous voyez, soit des vrais joueurs, soit des locaux. Ils ont des courses PMH dans leur coin, ils veulent jouer dessus. Soit des vrais joueurs, ils suivent un cheval et puis il va courir une course PMH, ils ne peuvent plus le jouer. Donc voilà, ça pourrait répondre. Et on a l'application pour ça, parce qu'on a Smart Turf qui vous permet de jouer sur toutes les réunions PMH sans aller au guichet lorsque vous êtes sur un hippodrome. On est allé Écomois avec Guillaume Covès, on est allé en Haute-Marne à Montier-en-Der. L'application Smart Turf recense tous les hippodromes en PMH. Mais du fait de la géolocalisation, vous ne pouvez jouer que sur l'hippodrome où vous êtes. Alors que quand vous êtes à Montier-en-Der, s'il y a une PMH à Saint-Brieuc, il suffit juste de faire sauter la géoloc. Ça, c'est pareil. C'est réglementaire pour permettre, depuis son canapé à Boulogne, de pouvoir jouer toutes les PMH du monde, finalement. Qui ça peut gêner ? Personne. Et ce n'est pas les présidents de sociétés de courses locales qui nous écoutent qui vont être contre ça. Absolument. Voilà un petit peu un bilan donc de ces contributions. Nous restons attentifs donc au ressenti des parieurs et puis maintenant la balle est dans le camp de Monsieur Giraudat et donc de ses assistants et nous attendons avec impatience les premières décisions. Mais nous serons vigilants et ce qui est le plus difficile, je crois, Dominique, je me demande si ça n'est pas de convaincre les présidents, vice-présidents et leurs conseillers du trot et du galop, voilà, qui n'ont pas du tout, ils adorent les courses comme nous et ça c'est une qualité, mais ils n'ont pas du tout, ils ne connaissent pas la mentalité des parieurs, ils n'ont pas l'esprit parieur et ils ne pensent pas suffisamment à leur demander leur avis. De toute façon, de tout temps, parce que vous êtes depuis dans les courses plus longtemps que moi, on est dans une organisation ultra jacobine, c'est-à-dire que ultra centralisée, le PMU décide et le parieur joue s'il a envie, si ça lui plaît pas, il ne joue pas. On s'en fiche. C'est-à-dire, on n'a jamais eu au PMU grand respect pour le client. On vous parle du client rarement finalement. Est-ce que vous avez senti... Pas qu'au PMU. Pas qu'au PMU. Est-ce que vous avez senti chez Cyril Giraudat une notion du client turfiste beaucoup plus prise de manière beaucoup plus respectueuse? C'est l'impression que nous avons. Même quand on n'est pas d'accord, il note, il dit que c'est en chantier, il va y réfléchir. Moi, je me rappelle, parfois, il nous demandait même, il y a quelques années, quel est votre conseil, etc. Si, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Après, il n'est pas seul à décider. Moi, je vous dis, à mon avis, il a la pression des dirigeants des courses. Qui sont les actionnaires du et PMU. Voilà, qui ont la main, en fait, qui ont la main sur le PMU. Et donc, je ne suis pas très optimiste. Concernant les GPI, je ne sais pas ce qu'il a sassé, il n'a pas voulu s'engager. J'ai peur, si vous voulez, que c'est une interprétation personnelle, j'ai peur que le PMU veuille bien, oui, songe à réduire l'impact des GPI sur les autres parieurs, mais en cherchant quand même à maintenir leurs enjeux. Alors que pour nous, non, il faudrait vraiment couper le cordon ombilical. Sinon, alors, monsieur le vice-président de France Gallo, monsieur Landon, me traiterait peut-être d'oiseau de mauvais augure, mais j'ai peur, moi, que sinon, les enjeux continuent à chuter d'environ 5% par an, quelque chose comme ça, et que finalement, dans quelques années, tout le monde se dise on aurait mieux fait de virer les GPI tout de suite, se serrer la ceinture un bon coup, pour peut-être quand même repartir d'un bon pied. Kevin Robin, ce genre de rencontre entre une association finalement de consommateurs, on va dire, c'est ça, c'est une association de consommateurs et un dirigeant du PMU, le dirigeant du PMU, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça
Est-ce que ça peut faire avancer les choses à vos yeux? J'espère, mais dans d'autres domaines, on a vu aussi des échanges comme celui-ci, et finalement, on n'a pas véritablement écouté, entre guillemets, le peuple. Donc on peut prendre l'exemple de la politique où il y a eu des échanges avec des gens dans la rue, et finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc espérons que ce soit positif, espérons que M. Giraudat ait cette sensibilité-là, et surtout qu'il ait la possibilité de faire changer certaines choses en écoutant l'Association nationale des turfistes. J'espère. Maintenant, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Je n'ai pas de boule de cristal là-dessus. Franchement, je le souhaite de tout mon cœur que ce qui a été dit par l'Association nationale des turfistes, c'est quelque chose qui est demandé depuis des années par plusieurs journalistes des anciennes générations. C'est pas que les nouveaux. Ça a été fait depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est des demandes qui sont récurrentes depuis au moins une vingtaine d'années. Donc voilà, espérons que maintenant ça change, parce que depuis une vingtaine d'années, finalement, ces journalistes et ces spécialistes, sans parler de journalistes, mais ces spécialistes avaient plutôt vu juste, et qu'aujourd'hui, on est dans une situation, dans la situation qu'on connaît, et qu'on est dans une impasse, j'ai l'impression. Et si on écoutait, on dirait que c'est peut-être de leur faute, justement. Oui. Le responsable du problème, c'est pas celui qui est à l'origine du problème, hein. C'est celui qui parle du problème. Ça, on le sait bien. Eric Blesse. Oui, je voulais donner un exemple de notre action qui remonte à une quinzaine d'années, un peu plus. C'est les déférés. Monsieur de Bellègue, quand les entraîneurs ont commencé à déférer, ne voulait pas entendre parler jamais donc du fait qu'il fallait déclarer les chevaux déférés. C'était à la fin des années 90. Bon. Mais on a mené le combat à partir des années 2000 essentiellement, et c'est en 2010, je crois, que ça a été rendu absolument obligatoire. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc Monsieur de Bellègue ne voulait rien entendre, et en fait, il voulait que les entraîneurs puissent continuer à déférer, chacun quand il voulait. Il nous disait « Ah non, vous comprenez, on doit attendre le moment de la course, on ne peut pas savoir à l'avance, etc. » Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait publier dans Paris Turf une statistique extraordinaire sur une année entière, où on jouait tous les chevaux déférés, toute l'année, à Enghien et à Vincennes, même s'il y en avait 8 dans la course, on les jouait tous aveuglément. Eh bien, on était gagnant tout le temps. Alors là, on ne pouvait plus nous dire que ça ne servait pas à grand-chose de déférer. Et dans les semaines qui ont suivi, eh bien, la déclaration obligatoire des chevaux déférés a eu lieu aujourd'hui. Tous les turfistes s'en servent. Bien sûr, on le verra encore avec le Montesson, où on a des plaqués première fois. Ça va faire la différence. Et puis, on voit dans la génération des 4 ans, les M, pour certains, le déferrage absolu. Je peux vous donner un autre exemple. On a pu affaire au même cheval, finalement. Un autre exemple. Est-ce que vous vous rappelez, Dominique, qu'il y a quelques années, c'était payant si on voulait revoir les courses sur France Gallo, sur le trot. Bien sûr. C'était payant. Et à chaque fois qu'on disait ça, M. Romanet, etc., il nous répondait « Ah non, on ne peut pas rendre ça gratuit, vous comprenez, ça nous fait tant de dizaines de milliers d'euros par an. Non, c'est impossible. » Alors on a écrit des articles dans la presse hippique, et puis on a obtenu. Et maintenant, tous les turfistes sont ravis d'avoir un accès libre. C'est un outil de travail pour eux. Toutes les courses en replay. Donc, optimiste, Eric Blesse, sur les contributions que vous avez remises et dont vous avez discuté avec Cyril Giraudat. C'était mardi. Merci, Eric, d'être passé par Radio Balance. Vous vouliez ajouter quelque chose, Samy? On ne vous a pas entendu. Alors, vous... Moi, j'écoute religieusement ce qui a été dit, compte rendu, mais... Très bien. Il écoute. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas. Il écoute religieusement. Tiens, parlons de religion. On n'a pas parlé de chiffres. Moins 55 millions pour le PMU, à date, hier. Et ça va pas aller mieux, parce que se passe-t-il mardi ou mercredi 17 février, début du Ramadan. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attendez, apparemment, dimanche, il y a un épisode neigeux en plus qui arrive. Alors là, donc, vraiment... Vous voyez, si on peut jouer la nuit, ceci et cela, c'est intéressant. On ne va pas nous dire c'est à cause des Jeux Olympiques d'hiver. On ne l'a pas trop entendu, celle-là. Moi, personnellement, je ne veux pas regarder les Jeux Olympiques, mais bon. Non, mais il y a les Jeux Olympiques, il y a la météo, il y a le Ramadan. Mais là, il y a Ramadan. Mais là, c'est vrai, Ramadan. Cette année, il y aura la Coupe du Monde. Il va y avoir un coup de monde de football, oui, magnifique, super. Nouvelle excuse. Bon, voilà, la rubrique que vous adorez, c'est celle des Quilles d'Armor. Avec Claire Cicluna, on va parler des parasites internes, externes. Ils sont là, ils sont chez nous. Comment lutter contre eux? On va voir ça avec le docteur Claire Cicluna. Merci, messieurs.
Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Les retours de la rubrique qui est parrainée, on salue Alain Darroux par Equidarmor, une rubrique sur le bien-être équin où on parle de ce qui a trait justement au bien-être du cheval. Et là, j'ai souhaité, parce que c'est un sujet qui me semble d'actualité, parler des parasites, les parasites internes, les parasites externes, comment on les identifie, comment on les soigne, quelles sont les maladies que peuvent engendrer ces parasites. Et pour nous en parler, l'une des excellentes consultantes de Radio Balance, on l'avait eu avec nous, c'était en septembre à Deauville, le salon, lors du salon Normandie Meetup. C'est Claire Cicluna. Bonsoir docteur. Bonsoir et merci, c'est trop gentil de me dire excellent. En tout cas, on fait ce qu'on peut pour donner les bonnes informations aux gens. Et là, on en a besoin parce que le parasitisme du cheval, c'est un vrai sujet. Pas un équitant n'y échappe, serais-je tenté de dire. Et ben, ces parasites, on ne les voit pas toujours. Alors, il y a des externes qu'on peut identifier assez facilement. Chacun sait reconnaître un pouls, et encore. Mais les internes, c'est compliqué. Oui, les internes, c'est compliqué et pourtant, c'est source de gros problèmes donc chez les chevaux, surtout. Tout le monde a en tête la référence, je pense, du ténia chez l'homme qui, entre guillemets, mange tout ce qu'on mange et donc empêche de grossir l'homme. Chez le cheval, c'est pareil. Hein. Donc, on a des petites bébêtes à l'intérieur, donc différents types de vers qui, effectivement, peuvent à la fois... générer donc une baisse de croissance et d'état général chez l'animal, mais du fait de leur cycle et du passage dans certains organes, créer aussi d'autres problèmes plus importants et qui peuvent même générer des coliques et des phases aiguës mortelles. Justement, alors on serait tenté de dire un parasitisme interne, le soin c'est le vermifugeage et pourtant pas que. Alors on dit vermifugation, voilà. Vermifugation. Voilà. Et donc l'utilisation effectivement des vermifuges, c'est fait pour expulser donc les parasites, si tant est qu'ils soient, je dirais, attrapables par la molécule qu'on va leur donner au moment opportun. Je m'explique. Le parasite, en fait, il a un cycle de vie, donc qui va depuis un adulte qui pond des œufs, qui fait des larves et qui ensuite deviennent adultes et qui repassent par l'extérieur et qui recontaminent, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle du parasite. En fonction de l'époque de l'année, et donc, en fonction des stades du parasite, le vermifuge peut être actif ou non. Voilà. Et ça, c'est un point essentiel. Il faut bien comprendre que les vermifuges donc, atteignent certains types donc, à l'âge du parasite, c'est-à-dire que soit l'adulte, soit certains types de larves, et qu'il y en a d'autres qui ne sont pas atteintes, et les œufs, évidemment, ne sont pas atteints non plus par les vermifuges. Donc, dès lors qu'on a de toute façon du parasitisme, et c'est le cas pour n'importe quel cheval, à différents taux, de toute façon, vermifuger un cheval ne vous ramènera jamais à l'état zéro. Voilà. Donc, l'usage du vermifuge est important, mais sa manière de l'utiliser est vraiment importante. De même que pour les antibiotiques, où on sait que les bactéries s'habituent à différents antibiotiques si on les utilise d'une mauvaise manière. Pour les vermifuges, c'est la même chose. On comprend bien que dès qu'on met en contact donc le vermifuge avec du parasite, toujours le même et toujours à la limite au moment où il ne faut pas, le parasite va s'y habituer et donc ne sera plus sensible à la molécule. Donc si on veut vraiment faire les choses bien, il faut vraiment prendre les informations adéquates normalement auprès du vétérinaire, puisque c'est quand même l'homme de l'art sur la question, pouvoir les détecter et savoir quelle molécule on donne, à quel moment
et à quelle fréquence. Justement, je disais, on a bien compris en vous écoutant, docteur, qu'on peut détecter la présence de parasites par l'état général du cheval, un cheval qui maigrit, un cheval qui est pas en forme, qui est en dedans de lui, dont l'œil, dont le poil est terne, ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais avant d'aller voir la vétérinaire, on va peut-être être tenté d'aller voir sur Internet ce qui se dit. Et lorsqu'on tape parasite interne, on a très peur quand on vous parle de strongles. Les strongles, il y a les grands, il y a les petits, d'ascarides, d'oxures, d'anguillules, de dixiacole, d'anoplocéphale, ça c'est le teignard, de douve, des gastérophiles. Et donc là, quand je vois ça, je dis ça y est, mon cheval va mourir. L'intervention du vétérinaire est obligatoire d'une manière générale lorsqu'on sent la présence d'un ou deux parasites interne. Oui, alors de toute façon, le vermifuge étant un médicament, le passage par le vétérinaire pour sa prescription est une obligation. Voilà, ça c'est du règlement, donc là-dessus on n'y coupe pas. Ensuite, il est quand même la personne qui va pouvoir aussi décider de quel vermifuge on va donner, à quelle dose on va le donner, puisqu'il faut aussi évaluer correctement le poids de l'animal, et surtout à quel moment, et aussi en fonction des effectifs. Vermifuger un cheval qui est tout seul ou qui sont à deux dans un pré, c'est pas la même chose que de vermifuger un effectif de chevaux qui sont répartis sur plusieurs paddocks avec plusieurs types d'âge et éventuellement certains qui sont d'autres dans les box. C'est vraiment de la gestion globale et là il faut effectivement prendre contact avec le vétérinaire et décider. Alors évidemment tout ce que peuvent faire les parasites ça fait peur, mais dès lors que c'est correctement géré depuis je dirais la naissance des poulains, même avant, puisqu'en fait on vermifuge les juments poulinières en amont des poulinages pour que effectivement certains parasites puissent être le moins possible en contact avec le poulain derrière et qu'ils soient le moins possible contaminés dès la naissance. Donc oui, il y a toute une gestion, il y a tout des protocoles à respecter qui sont effectivement en ce moment en pleine révision, comme je vous l'ai dit, pour des raisons de résistance donc des molécules, mais aussi de protection de l'environnement, puisque dès lors qu'un cheval reçoit un vermifuge, forcément ça va passer dans les crottins, et donc il y a des résidus, et les résidus vont aussi contaminer les terres. Donc c'est important de prendre tout cela en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une seule santé, le One Health, entre l'homme, l'animal et l'environnement. Donc ça c'est vraiment important et c'est vraiment le discours qu'il faut avoir aujourd'hui. On ne fait pas du vermifuge de manière systématique, on essaye d'évaluer à qui ça s'adresse. On fait aussi des tests, c'est pas parce qu'un cheval est maigre qu'il a des parasites. Et donc la coprologie et donc la coproscopie, c'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur des crottins si on a des œufs. Les œufs révèlent évidemment la présence d'adultes dans l'animal, puisque ce sont les adultes qui pondent les œufs. Voilà. Et donc, on sait à ce moment-là que ce cheval excrète. Il y a des taux. À partir de certains taux, on prend les décisions de vermifuger ou pas. Et on détecte aussi des animaux qui sont ce qu'on appelle les super excréteurs, puisqu'il y en a qui sont plus parasités que d'autres. Et donc, ça permet de faire des lots et de préserver et les médicaments et les sols et de prévenir les maladies pour les chevaux. Vous parliez tout à l'heure des écuries, et c'est bien cela qu'on parle. Lorsqu'un élément d'une écurie est atteint, est-ce qu'il y a de fortes chances pour que l'infection soit collégiale ? Non, pas forcément, puisque vraiment, il y a une part qui est individuelle, et un individu peut être très fort excréteur parce que lui, il n'arrive pas à se débarrasser de tous ses parasites, et un autre très peu. Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui excrète beaucoup que tous les autres vont le faire. Par contre, effectivement, après, ça permet de faire des lots et de mettre des chevaux entre eux qui vont, entre guillemets, moins polluer. Donc, les paddocks, voire les box, si certains chevaux sont en box, ou en tout cas en stabulation à plusieurs. Et donc, d'avoir ces protocoles plutôt bien réfléchis sur
qui on va vermifuger, à quel moment et surtout à quelle fréquence, avec quelle molécule. Est-ce qu'on a une saisonnalité du parasitisme interne? Est-ce que c'est plus Tout fréquent? à fait, il y a des saisons, ça c'est lié aux différents types de parasites. Par exemple les gastérophiles, qui sont les parasites qui vont dans l'estomac, qui sont ces espèces de petites boules rouges qu'on peut voir des fois dans les crottins. Ce sont des parasites qui sont liés à des pontes par les mouches. Ce sont les petits points jaunes qu'on voit sur les chevaux, qu'on voit sur les jambes des chevaux quand ils sont au pré. Et donc les mouches, c'est l'été, donc elles pondent pendant l'été et jusqu'à l'automne. Et donc évidemment, on n'a pas normalement de contamination de ces vers-là en plein hiver. Voilà, pour donner un exemple. Mais chaque type de parasite, chaque famille de parasites dont on a parlé, les petits strongles, les grands strongles, les ténias, ont effectivement des saisonnalités. Alors, heureusement, il y a des parasites que l'on voit, ce sont les parasites externes. Il en a parlé des mouches plates, des poux, ça va plaire à Samy Boisa, des culicoïdes, des tiques. Là, on les voit. Alors, les culicoïdes, ce sont les moustiques, d'accord. Donc, eux, ce ne sont pas eux les parasites, comme les tiques, ce ne sont pas eux les parasites, eux, ce sont les vecteurs des parasites, d'accord. Et donc, en fait, c'est pas le moustique en soi qui est un problème, c'est si le moustique à certains, alors en l'occurrence ce sont des virus, les moustiques qui transmettent des virus plus que des parasites. Par contre les tiques peuvent transmettre à la fois des bactéries et notamment un parasite pour le cheval qui génère la maladie que tout le monde connaît et redoute, la pyroplasmose. Voilà. Donc, mais les tiques peuvent aussi transmettre d'autres maladies, mais qui ne sont pas parasitaires. Par exemple, la maladie de Lyme. Voilà. Et les chevaux ont leur pouls. Alors, il y a le pouls brailleur et le pouls piqueur. Alors, c'est leur pouls à eux. Hein. C'est pas un pouls qu'on peut attraper nous, mais ils ont leur pouls. Un pouls reste un pouls, et dans le traitement, c'est la même chose. Mais effectivement, les chevaux ont aussi des pouls. Bon, alors ils sont assez reconnaissables, ceux-là. Ils sont en général sur la crinière. On les voit galoper sur le cheval, sautiller. Et en général, les gens se trompent pas beaucoup pour les poux. Voilà. Les chevaux peuvent aussi avoir des puces, mais c'est beaucoup plus rare que chez le chien et le chat. Voilà. Vous, en tant que praticienne, vous avez, je veux dire, de traiter le parasitisme interne, le parasitisme externe, c'est un peu votre quotidien ou c'est quand même assez rare qu'on ait affaire à des chevaux qui soient vraiment, vraiment plombés? Alors, le parasitisme externe, sincèrement, quand les chevaux sont habituellement brossés, pansés et en bonne santé, c'est pas quelque chose qui soit très très fréquent. Bon, ça peut arriver, ils peuvent attraper une petite gale au passage, surtout au niveau des pâturons quand en plus il fait très humide, à ne pas confondre avec juste le fait que ce soit humide et ce qu'on appelle vulgairement la gale de boue n'est en fait pas la gale, donc c'est pas une maladie parasitaire, voilà. Mais effectivement, les chevaux lourds peuvent régulièrement avoir de la gale parce qu'en fait ils ont des fanons très très importants, donc ça a plus de mal à sécher, puis ils sont bien, ils sont confinés, ils sont chauds, donc c'est une maladie qui effectivement atteint plus facilement les chevaux lourds. Mais néanmoins, on peut voir de temps en temps de la gale. On en voit beaucoup moins. Sincèrement, je pense que en tout cas, personnellement, dans mon exercice, j'en vois beaucoup moins que j'en ai vu il y a un certain temps. Voilà. Mais parce que je pense que les chevaux sont mieux entretenus, sont mieux gérés. Clairement, les gens les brossent, les nettoient. Voilà. Et même les chevaux au pré, quand ils sont en bonne santé, on a moins de parasitisme externe. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des culicoïdes, peut-être vous vouliez parler de la dermatite estivale récidivante, mais si celle-ci c'est une maladie allergique, donc alors c'est vrai que c'est lié à des insectes, mais elle ne rentre en généralement pas dans ce que nous on appelle le parasitisme. D'accord. Le parasitisme, on est vraiment sur d'abord le parasitisme interne et puis ensuite voilà ce qui a été cité
notamment la pyroplasmose à cause des tiques, et potentiellement la gale et les poux. Voilà. Mais c'est vrai que, encore une fois, parasitisme extérieur, pas trop. Quand il y a des moustiques, oui, on peut avoir des réactions allergiques et donc de la dermatite. Ça, oui, il y en a, et il y en a toujours. Peut-être il y en a un petit peu plus parce qu'il fait chaud, parce qu'on a un peu plus de moustiques. Je ne saurais pas dire, je n'ai pas de chiffres. Mais bon, c'est vrai que ça existe et malheureusement, voilà, c'est immunitaire. Par contre, le parasitisme intestinal, hein, celui-là, il existe. Plus fréquent, je ne pense pas. C'est sûr que, par contre, dans certaines régions, on a détecté des résistances aux molécules, des vermifuges qui étaient habituellement utilisés. Et donc là, on risque d'avoir recrudescence. Et ben voilà qui est dit. Écoutez, j'espère que ce petit éclairage sur le parasite vous aidera dans la gestion quotidienne de vos effectifs et de vos amis les chevaux. Merci Docteur Ciclona d'être passé par Radio Balance. Et puis on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci Au revoir. docteur, au revoir. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Et oui, c'est déjà saisonnalité oblige la reprise de l'obstacle en région parisienne. On sera à Auteuil ce samedi avec un super top 5, c'est ça Samy ? C'est bien super ça. top 5, Bravo. des top 5, des lots assez creux mais des handicaps bien remplis. Et pour cette rubrique, il y a avec nous Gilles Babin. Salut Gilles. Oui, bonsoir Dominique, bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous, et puis je suppose, bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas, exactement. C'est notre meilleur chroniqueur et de loin, Thomas Borin. Merci Thomas d'être là une nouvelle fois. Salut Thomas. Merci Dominique, bonjour à tout le monde, bonjour à Gilles et bonjour Samy. Alors tu nous as fait peur Thomas Je parce croyais que... qu'il allait dire c'est notre meilleur chroniqueur parce que c'est le seul. Non, ça peut aussi. Ouais. Thomas, tu nous as fait peur on la semaine garde que dernière. les bons, de toute façon. Ouais, de toute manière. Tu nous as fait peur la semaine dernière parce que tu aurais dû être avec nous pour présenter la belle réunion d'obstacles qui s'est déroulée, c'était dimanche à Pau. Ouais. Et puis t'es tombé l'après-midi, plus de peur que de mal, un petit séjour à l'hôpital et puis t'étais en selle dès dimanche. Ouais, c'est ça, j'ai eu une petite frayeur, on a pris un coup au niveau de la jambe et du coup obligé d'aller passer des examens et des radios parce que j'avais très mal et finalement rien de cassé, donc du coup on a serré les dents, c'était juste une grosse contusion, un gros hématome et du coup ça m'a pas empêché de monter dimanche et heureusement parce qu'il y avait une belle journée à faire et ça s'est bien passé. Et t'as gagné les deux belles. Et ça doit être long, 6300 mètres avec une jambe qui est pas top. Honnêtement, j'en montais 7 et puis j'ai enchaîné un peu toutes les courses. Et puis quand on est dans le quand on est chaud, sujet, quand on est à chaud, franchement, j'ai pas ressenti la douleur. J'ai ressenti plus le soir après quand ça s'est fini. Et donc la victoire est Callisto du Nord avec 5 autres fois dans le Grand Cross. Callisto qui reste invaincu en plus. Ouais, c'est super. Et là, déjà le coup d'avance c'était très bien, il l'avait bien fait. Et là, il a fait vraiment patron. Alors certes, on bat Minuit du Seuil issu de la Sénam, on connaît un peu les valeurs, mais la manière dont il l'a fait, moi, j'ai des bonnes sensations dessus. Il l'a fait en patron, il a mis du rythme et il a tué tout le monde. Et non, franchement, j'ai hâte de le voir en région parisienne et voir un niveau supérieur. Après, est-ce qu'il aura le niveau vraiment des bons chevaux, ça je sais pas, c'est lui qui nous dira. Mais en tout cas, on connaît pas ses limites et à chaque fois, il a fait le job assez facilement. Donc voilà, j'espère que l'avenir sera bon avec lui. Il va falloir le laisser peut-être un peu souffler parce que même s'il n'a pas couru 4 fois à Pau, je veux dire, il a été il a été en mode entraînement, en mode course et donc faut pas. C'est encore un jeune cheval, ils vont certainement pas tirer sur la corde. Ouais, totalement, c'est ce qui était prévu de toute façon avant course, c'était parce que le cheval, il a couru un pas en plat à 3 ans. Ensuite, on l'a couru à l'automne, on l'a couru 2 fois à Nantes. Après, il a été à Pau, il a enchaîné Pau. Même s'il fait ça facilement, qu'il prend pas dur, malgré tout, c'est un cheval qu'il faut respecter. Et de base, c'était un cheval qui normalement devrait pas faire le printemps et on devrait attendre l'automne avec lui et voilà. C'était le plan de base. Après, j'ai pas eu l'entourage entre deux, mais de base c'était ça qui était prévu. Comment est-ce que tu as fini en tête, tu étais à la lutte avec Clément Lefebvre pour le nombre de victoires? Non, malheureusement, comme vendredi, j'ai loupé Bezo Di Legno dans le cross.
Dommage. Ça m'aurait permis d'égaliser Clément et malheureusement j'en ai une de retard. Du coup, c'est Clément qui a 16 victoires, moi j'en ai 15. Et Clément qui est en tête de la cravache d'or, hein, si on fait le point, je crois qu'il est en tête et vous êtes deuxième, hein, Thomas. Oui, actuellement il a 21 gagnants, moi j'en ai 12. Ouais. Et non, il est parti sur de bonnes bases aussi. Bon, mais ça fait rien. Hein, on voit son dos, il est pas très loin, on va dire ça. Allez, on va aller à l'année est longue. L'année est longue, hein, Oui. et c'est pas Gilles qui va nous contredire. C'est Gilles, à la fin du bal, qu'on paye les musiciens pour rester poli, hein, on va dire ça. Hein. Exactement. Bon, demain, terrain lourd, voire très lourd. Ça n'arrête pas de tomber ici à Auteuil. Quand on est au Cardinal, on est à 1 km d'Auteuil. Et ça tombe comme un gravelotte. Hein. Donc, le site de France Gallo. Piste vierge. Piste vierge, mais le site de France Gallo nous annonce du lourd. On peut peut-être aller sur du très lourd. Gilles, qu'est-ce que vous en dites ? Bon, je pense que ça va être pénible, mais la piste, elle n'a pas été utilisée depuis le 7 décembre. Par contre, je n'ai pas regardé, est-ce qu'il y a une liste, pas de à zéro. liste À zéro. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai eu un petit coup de gueule. J'espère que vous en parlerez pendant les actualités. Ce qui s'est passé à Cagnes l'autre jour, de passer la lisse à 8 mètres dans le tournant à 5 mètres, voilà, sans prévenir autrement que par le site de France Gallo. Et encore après les partants définitifs. Bref, enfin bon, ça c'est un autre sujet. La politique du fait accompli. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a une liste ou pas, ou si on... Non, 0. Lisse à 0. Pas de lisse. Pas de liste. Bon, bah écoutez. Pas de lisse, parfait. pas de lisse. Bon, avec un super top 5 organisé dans le prix Beugnot. C'est une course pour des 6 ans et plus. On est sur 3600 mètres. Il va falloir être muni de palmes. Je vais vous laisser la parole, Samy, Thomas et Gilles. Je conclus cette petite introduction en vous disant que le favori de RTL, c'est Candelius, justement, avec Thomas, il va nous en parler, c'est le numéro 7, et que l'outsider de RTL, je ne pouvais pas passer à côté de ça, le numéro 14, Igloo. Voilà. Allez, Samy, tu prends la main et tu nous cette rubrique obstacle. Eh bien justement Thomas, avec Candelius le numéro 16, qui sur sa dernière course en 2025 semble une bonne chance pour être à l'arrivée. Bah oui, je pense. En plus, sur sa dernière course, voilà, ça va être les conditions quand même un peu similaires avec du terrain lourd. Sa dernière perf est très bonne dans un lot similaire. Il était battu par Casser la Laine, maintenant en plus qui a pris 4 kilos, donc voilà, avantage au poids. Casser la Laine, même avec ses 72 kilos, je pense qu'il reste compétitif. Donc sur cette ligne-là, je pense que voilà, il fait partie des bonnes chances de la course. Moi, je l'avais débuté ou je l'avais monté un peu en début de carrière il y a longtemps, c'était à Bordeaux. Mais bon, l'autre jour, ce qu'il a fait à Auteuil, c'était très bien. Et voilà, il fait une petite rentrée entre guillemets parce qu'il n'a pas couru en meeting, mais bon, il a couru voilà début décembre. Donc je pense qu'il a en niveau condition, il doit pas être si mal, je pense. Donc je le pense très compétitif pour jouer un bon rôle dans ce quintet. D'ailleurs, j'aurais la même question pour Gilles, mais comment vous faites votre papier entre les chevaux qui ont couru cet hiver et ceux qui font leur rentrée Ouais, alors moi, justement, là, c'est vraiment le problème en début de saison, surtout sur une piste aussi exigeante. Enfin, je veux dire, faut être pratiquement à 100%. Donc, entre ceux qui ont couru à Cagnes, qui ont levé le pied et qui peut-être vont manquer, ceux qui ont couru à Pau, qui ont trop couru et qui ont un peu les yeux cernés, ou ceux qui effectuent leur rentrée en sachant qu'avec les intempéries, il y a eu des endroits où on n'a pas pu entraîner les chevaux peut-être de manière aussi efficace qu'on l'aurait voulu. C'est pas facile. Et puis ensuite, il y a les aptitudes des chevaux. Et puis c'est un lot quand même, par la force des choses. Enfin, c'est pas par la force des choses, mais c'est une course handicap. Et donc, par définition, ils ont tous une chance. Et moi, je trouve la course extrêmement compliquée. Alors oui, Candelius, oui, Cassenalen, mais est-ce qu'ils vont être à 100% Voilà, enfin, ça fait partie en tout cas des bonnes chances théoriques de cette épreuve. Thomas, un peu la même analyse aussi, oui. Ouais, totalement. Je suis tout à fait d'accord avec Gilles. C'est vrai que c'est super compliqué. Même moi, est-ce qu'on prend les chevaux de Cagnes, est-ce qu'on prend les chevaux de Pau?
Est-ce qu'on prend ceux qui font une semi-rentrée, on va dire, comme Candalus, qui a couru fin d'année et qui a que 2 mois, on va dire, entre guillemets, de tranquille. Après, pareil, moi, je sais pas comment Isabelle a pu travailler chez elle durant l'hiver, donc est-ce qu'elle a été beaucoup interrompue? Moi, je vois hier Reine du Risque, ça s'est super mal passé parce elle avait été un peu arrêtée. Bon, monsieur l'a dit après la course, mais en fait, elle manquait. Elle avait été un peu arrêtée, pas pu travailler, et puis la jument était pas à 100% hier. Et hier à Milling d'en face, j'étais cramé et j'ai fini. J'ai dû l'arrêter alors qu'on était archi favori. Donc du coup, voilà, il y a toujours ces petits doutes là pour les chevaux qui font des semi-rentrées parce qu'on sait pas comment ils ont été travaillés. Mais ouais, c'est super difficile. Hein. Franchement, c'est super difficile. Parce que il suffit si tu manques un petit peu et que tu te mets au pas à la dernière haie, t'as vite fait d'en prendre 10 dans la tête. Hein. Ah ouais, dans ces terrains-là, tu prends vraiment, tu t'arrêtes très rapidement. Bon, nous allons essayer quand même de faire un prono. Qui tu vas redouter, Thomas? Eh ben moi, j'étais parti sur la ligne de Candalus, 16 As. Moi, j'aime beaucoup aussi Rêve de Prince, cheval qui fait très bien dans ce terrain lourd. Qui a fait un meeting de Cannes correct, donc qui est resté en condition. Attention au 10 Storm des Flots, qui est resté sur 2 belles victoires en fin d'année, qui a été revu à une valeur un peu à la hausse, mais cheval de terrain lourd. 3006, ça va pas le déranger. Donc moi je lui vois une bonne chance. Igloo, pareil, un peu plus en fin de combinaison, mais je lui vois une petite chance. Et Raffle Liaison l'autre jour a été a été surprenant, ouais. Et il a très bien gagné à Pau sans handicap. Un cheval qui a beaucoup d'attitude dans ce terrain-là, donc pareil en fin de combinaison je lui vois une chance. Et puis Loufast aussi, que je mettrais quand même un peu en début de combinaison pour contre celui-là. Ouais, c'est le numéro 3, Loufast, et Raffle Liaison, c'est le numéro 15, Gilles. Oui, alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai appelé Marcel Roland pour savoir un petit peu où en étaient ses pensionnaires. Donc, pour lui, je veux dire, il a pu travailler à peu près dans de bonnes conditions. Donc, Storm des Flots, c'est un cheval qui va apprécier le terrain lourd. Il se monte tout de suite là. Maintenant, la catégorie est plus tout à fait la même. Il a été pénalisé pour ses 2 succès. Et alors, il a moins de classe, bien sûr, que le 5, Shenjet, mais qui a quand même déçu la dernière fois, et lui il a quand même un doute, il me dit il faut quand même voir si le terrain lourd ne va pas le contrarier, mais bon, voilà. Donc voilà pour les pensionnaires de Marcel Roland. Bon, enfin, il n'est pas négatif, il n'est pas non plus hyper positif. Oui, je suis d'accord aussi avec Thomas, c'est-à-dire que si je m'occupe pas de savoir si je considère que tous les chevaux vont être prêts, entre là ce Cassel-Hanen qui avait quand même bien gagné, et Candalius qui est un bon cheval aussi. Là, c'est le 16, c'est 2 possibilités. J'aime bien aussi les 2 pensionnaires de Monsieur Breton, le 6 Rêve de Prince, et puis Igloo, le 14, qui a l'origine pour aller dans ce terrain-là. La mère, elle est par Bessac, et le père, c'est Gemix, donc en principe, ça ne doit pas poser de problème. Il est mieux placé au poids, je trouve, donc pourquoi pas, mais c'est très compliqué. Et il y a des chevaux comme Dixon Senora aussi, qui a terminé en bonne forme son meeting de Cagnes, et qui peut aussi tout à fait être compétitif d'emblée pour les premières places. Voilà, mais je vais pas conseiller à nos auditeurs tel ou tel cheval, parce que j'avoue que je vais regarder le début de réunion, je vais voir quels sont les entraînements qui sont en forme, et puis je pense qu'il faut un peu raisonner comme ça. On va voir les Noël Georges aussi, celui-ci qui avait bien gagné. Avec toi, Gilles. Voilà pour le super top 5, c'est la 4e à Auteuil. La première, c'est le prix Agitato. C'est une classe 1 sur le Steep, 3500 mètres pour des 4 ans. Alors celui qui a les meilleurs titres, c'est le 5 Shannon Maestro. Est-ce que c'est ton favori, Gilles, tout de même?
Il débute en style. Oui, parce qu'il a quand même terminé 3e du Cambacérès. Il a montré que le terrain, il devrait pas être dérangé par ce genre de terrain. Les pensionnaires de Monsieur Macaire et de Hector de la Jeunette ont l'air assez en forme. Donc, oui, je dirais, il aurait pu continuer sur les haies. Ils le mettent sur le steep, donc c'est une bonne chance. Alors là, c'est pareil, hein, il y a des chevaux qui débutent en steep, il y a des chevaux qui débutent à Auteuil, il y a des chevaux qui ont couru à Durtal, il y en a d'autres qui ont couru à Pau, voilà. Donc je dirais Shannon Maestro, oui. Après Mastar, les Étienne d'Andigné m'ont l'air très en forme, donc quand il avait couru en haie, c'était bien à Auteuil. Il a beaucoup de métiers, il a déjà couru en steep, il a gagné en steep, il a fait un peu tout, et peut-être que c'est la bonne opposition de préférence là, au 6 Mamaland, qui elle aussi n'a couru qu'en haie et qui a. Faut voir comment sont les Pamars Chaillé, mais elle a sans doute des qualités pour aller sur le cycle. Autrement, ils auraient continué en haie. Avec le retour de Gaëtan Mazur, on salue son retour. Thomas. Moi je suis tout à fait d'accord avec Gilles, hein. Moi j'étais parti un peu là-dessus. 5, 6, As pour moi c'est un peu les 3 chevaux que j'avais retenus, et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Gilles. La deuxième, c'est le prix de la Source, c'est une classe 2 sur les haies, 3600 mètres pour des 5 ans. Avec toi Thomas, tu débutes Lily d'Angos pour l'entraînement Pelletier, le 7. Ouais, entraînement en forme, qui a fait un super meeting de Pau. Qui avait pas beaucoup de chevaux et qui a fort bien tenu sa partie en faisant de belles listed en fin de meeting avec Magic Marvel et Callisto. Entraînement en forme. Par contre, après la jument, je vais la découvrir. Je la connais pas du tout. Elle était pas à Pau à l'entraînement. Elle est restée à l'écurie. Du coup, je la connais pas. Elle va débuter. Elle fait une grosse rentrée aussi. Elle n'a pas été revue depuis plus d'1 an, donc voilà, je sais pas trop, j'ai pas eu d'informations particulières, donc difficile de vous donner des conseils là-dessus. Moi là-dedans, j'aime bien le 2, Glady Tiger, qui a gagné en terrain lourd à Pau, qui aurait dû gagner à Fontainebleau quand elle est tombée sur le plat malheureusement. Et derrière, à Pau, elle a gagné du minimum, mais ce jour-là, c'était pas un mauvais lot parce qu'elle a gagné tête ou nez. Elle battait Lingot de Mai qui a répété hier à Angers facilement en steeple. Donc la ligne est bonne. Donc moi, je partirai sur le 2, Glady Tiger. Et j'ai hâte de voir le 6, Venus Océane, qui a une grosse valeur en plat, qui est en 39 de valeur. Entraînement de Michael Serrol, la montre de Ludovic Philippon. Donc voilà, un tandem qui a très bien marché cet hiver. Donc voilà, j'étais parti sur 2-6. Avoir le 5, Landou Derrick a gagné à Pau, mais pour moi, c'était pas un gros lot. Je la prendrais un peu derrière ces chevaux-là. Et pareil pour l'As, Lusaka-Tech a gagné pour ses débuts. Maintenant, c'était au mois de juillet à Dieppe. J'ai regardé les lignes, c'est pas extraordinaire non plus. Donc même si elle a gagné facilement, je demande à voir dans ce terrain-là et contre des chevaux un petit peu plus confirmés. Oui, le 6 Venus Océane qui avait remporté l'handicap de la Manche à Deauville l'été dernier. Gilles. Oui, alors là, c'est le cas où tout le monde est un peu perdu parce qu'entre les chevaux qui débutent, c'est-à-dire que le 3 Let's Go Davel qui débute, lui, il a jamais vu un hippodrome encore en compétition. Les pouliches contre les hongres, donc c'est jamais non plus très facile. Celle de Thomas, donc qui débute, Venus Océane qui a montré beaucoup de qualité et en aptitude au terrain lourd. En plat, faut pas qu'elle se montre jument de plat parce que ça va pas aller. Landou Derrick, je suis d'accord avec Thomas, elle a pas gagné, elle a pas battu grand, enfin les lignes sont moyennes, même si le label Tieppe c'est un grand machin, et je suis très curieux de voir là ce Lusaka de T parce que je me demande pourquoi il a parcouru depuis Dieppe, est-ce qu'ils l'ont remis au pré, est-ce que ils l'ont pas amené à Pau, peut-être parce que les engagements étaient pas favorables, ils l'amènent directement
Auteuil, donc il doit avoir des aptitudes pour aller à Auteuil et pour aller en terrain lourd. Donc je dirais, je ferai confiance à Daniel Amélet et je dirais là, celui Zacadoté, il avait peut-être des engagements à Compiègne, peut-être, voilà, enfin j'en sais rien. Je connais pas bien le programme et je connais pas ce qu'elle a dans la tête Daniela, mais voilà, pour battre le 2 Glady Tiger, je crois que c'est Kevin Nabé qui avait cassé une Rivière sur C'est le ça, plat ouais. alors qu'il avait course gagnée. Voilà, il pourrait être invaincu en S2. Moi, je dirais C2, voilà, de préférence. La troisième, c'est le prix Marie, c'est une classe 2 sur les haies, 3600 mètres pour des pouliches de 4 ans. Thomas, tu es associé au numéro 9, Messe de minuit, pour Anne-Sophie Paco. Ouais, mais de minuit qui a retrouvé un bon engagement. On a tenté le prix Magdalene Bryant en fin d'année. Bon, c'était un petit peu compliqué. On a manqué un peu de maturité pour une course comme ça. Maintenant, c'est une jument qu'on aime beaucoup. L'hiver lui a été profitable. Moi, je l'ai ressauté il y a une bonne semaine pour la reprise. La jument est bien. Je pense qu'elle peut manquer un petit peu de conditions pour. Elle aurait un peu plus de conditions. Je dirais que je me voyais une bonne chance. Elle peut peut-être un peu manquer. Donc ça, voilà, je vais rester un peu prudent. Mais je pense qu'elle est quand même compétitive. C'est une jument qui va s'adapter au terrain. Voilà, je m'attends quand même à une bonne perf. Pour gagner, elle serait à 100%. Je serais peut-être un peu plus confiant, comme je vous dis, mais je pense qu'elle peut bien tenir sa partie. Moi, là-dedans, j'aime bien le 5, la jument d'Erwan Graal, que j'ai beaucoup aimé en débutant, quand elle a gagné à Pau. Elle a vraiment gagné facilement. Voilà, il a parcouru du meeting. Et, alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Elle aurait pu en courir d'autres. Elle a parcouru. Et bon, peut-être qu'il l'a vraiment gardé pour Auteuil. Il voulait peut-être pas qu'elle soit barrée après pour la rentrée parisienne. En tout cas, elle l'a fait de bonne manière, parce que moi, Mbatek Merveilleuse, c'est une jument que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de la revoir en région parisienne. Moi là-dedans, après j'aime bien les lignes de Pau là, le 8, Mention bien, qui a très bien débuté à Pau. J'aime beaucoup aussi le 2, Belle Étincelle. Je pense qu'après Belle Étincelle est moins bonne que Mention bien et là tout ça, parce qu'à chaque fois elle a été devancée par ces deux pouliches. Donc voilà, je la mettrai en 3. Et il y a une jument que j'ai beaucoup aimé, c'est le 3, Ancalina, qui a gagné vraiment facilement un moulin, et le lot me paraissait une ligne assez correcte. Donc voilà, moi j'étais parti dans l'ordre du programme, le 5, le 8, le 3, le 9 et le 2. Gilles. Alors, moi, je vais essayer de vous éclairer parce que j'ai appelé Erwan Graal pour autre chose. Je l'ai appelé pour Eastman, pour savoir ce qu'il courait. Il va donc courir, lui, le grand cross de Mont-de-Marsan. Je crois que ça va être le 15 mars. Donc, ça, c'est entre nous, entre parenthèses. Et puis après, Fontainebleau, je crois. Et puis après, Auprès. Mais je lui ai demandé aussi, je lui ai dit, elle a tout ça. Je lui ai dit, je l'aime beaucoup. Il m'a dit oui. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais alors, il m'a dit qu'il l'avait laissé tranquille et que, bon, alors, il m'a pas dit non, hein, mais il m'a dit, elle a besoin de beaucoup de travail et on va la monter pour l'avenir. J'ai pas senti penalty, hein. C'est pas au niveau qualité de la pouliche, mais lui il pense qu'elle peut manquer. Donc peut-être que pour la gagne c'est peut-être un peu compliqué. Moi je suis d'accord aussi pour le 8, mention bien. Le 2, Belle Étincelle, elle a un peu beaucoup couru, donc je pense que si elle doit gagner, c'est là, et puis ça sera pas plus tard. Voilà. Et puis je sais que Samy il aime bien le 10 chez Zala. Moi j'ai rien contre chez Zala. Faut savoir aussi dans quel état de forme elle est, puisque elle avait aussi montré de la qualité en plat. Elle a montré de la qualité, je crois qu'en plat, elle a battu Metz de minuit, d'ailleurs, à Nord-sur-Erne, en avril. Et puis après, elle avait bien débuté derrière Goldcast et Malaisie à Auteuil. Voilà, faut savoir où elle en est. Mais c'est pas une course facile. Oui. Et après, elle avait été 8e. Et la ligne a répété hier à Angers, justement. La Dandinier qui a gagné. Mais c'est une question de conditions. Si c'est tout ça, ça, oui, c'est ça. C'est pareil. À voir la cote. La quatrième, donc, c'est le Super Top 5. On en avons parlé. La cinquième. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui parle à côté de toi, Samy, non oui, il y a Kevin Romain qui parle à côté de moi. Tu parles trop fort, c'est ça? Oui. Kevin Romain, il faut parler un peu plus doucement. Qui était avec nous pour les actualités, Kevin. La cinquième, c'est le prix Varaville. C'est une classe 2 sur les haies pour des 4 ans, des poulains entiers et hongres de 4 ans. Une course vraiment intéressante. Thomas, tu es associé à Master Blaster, le numéro 8.
Ouais, Master Blaster qui est on a débuté un peu en fin d'année qui manquait beaucoup de force. Je l'ai pas retravaillé là quand je suis revenu. C'est pas moi qui l'avais. Maintenant, je pense que l'hiver lui a été profitable. C'était un cheval tardif. On l'a débuté en fin d'année pour l'endurcir. Voilà. Après, je pense que là, pour demain, il y a quand même des chevaux qui ont montré un peu plus de qualité. Mais voilà, on va essayer de viser de bonnes places et voir comment. Je pense que la course de demain va nous servir un petit peu suivant son comportement pour la suite de son programme. Donc voilà, pas une impossibilité, mais plus pour les places avant coup. Moi là-dedans, j'aime beaucoup le 2 Silver Laser qui a fait grosse impression à Pau et voilà, qui a vraiment le profil pour Auteuil. Je pense que c'est vraiment un très bon cheval. La façon dont il a fait à Pau, c'était vraiment joli à voir. Et j'aime beaucoup aussi l'As French Lover. Voilà, c'est les deux vraiment que j'ai retenu, le 2 et l'As. Après derrière, à voir le 10 Gisli, c'était pas si mal en débutant, mais bon, c'était derrière French Lover. Donc faut voir. Après avoir le débutant de l'écurie Nicole qui est bien né. Voilà un peu ce que j'ai vu. Le Noël George, ça avait bien débuté, mais bon derrière après ça a couru groupe, hein, mais faut pareil, c'est à revoir. Gilles. Alors, je pense que c'est un super lot, moi, le Varaville, et je l'ai bien embêté pour faire les pronos. Alors, je suis complètement d'accord avec le 2 Silver Laser qui avait montré de la qualité en plat. Je crois qu'ils l'ont fait acheter à la famille Papo, ce cheval-là. En tout cas, il a fait grosse impression. Il a battu Neversin à Pau, qui a répété. Alors, c'est marrant parce que c'est un Elarcam. Elarcam, c'était un super, qui est super bien né. Je crois que c'est un Frankel et la mère, c'est Attraction. Cheval qui doit être étalon maintenant, je ne sais pas si c'est en Turquie, en Libye ou quelque part, c'est aussi le père de Jones et d'autres. Et donc, oui, ce 2 Silver Laser. Après, je pense que le 6 Mon Millésime, d'après ce que j'ai pu comprendre et en lisant entre les lignes, c'est un super poulain. C'est le frère de Saint-Esprit. Il effectue là ses débuts, mais l'année dernière, il était directement engagé dans le prix des Platanes. Donc, voilà, d'après ce que disait François Nicole dans les articles que j'ai lus, il a fait de la croissance, mais il va débuter avec beaucoup de travail et ils le prennent pour un tout bon cheval. Donc, sans doute méfiance avec ce 6 Mon Millésime. Guadalquivir, il est resté entier. Il est parti couru pour ses débuts dans les Milius. Il a fini 3e. Il était battu par Mustang Dubreuil, je crois, qui a été exporté, je crois, Maillotche aussi d'ailleurs. Et qui a gagné en Angleterre. Voilà, c'est ça. Et après, ils ont couru le combat Cérès. Bon, connaissant les Noël George, lui, il va manquer de rien, à mon avis. Donc, méfiance avec ce 3. French Lover aussi, c'est un super poulain, ça, certainement. Alors, d'après, quand vous lisez l'interview d'Hector de la Jeunette, il disait que c'était c'était vraiment une rentrée et je ne sais pas s'il est vraiment affûté, d'après ce que j'ai pu lire, hein, si le journaliste a bien retranscrit les propos des entraîneurs. Et puis après, il faut peut-être aussi se méfier des chevaux comme Moa du Seuil, le 5, qui était très estimé en plat. Le 4 Goujon Bleu, c'est peut-être un peu en dessous, mais il y a un lot. Métronome d'aîné, j'ai hâte de le voir aussi à Auteuil, le 9. Alors, je suis plus, moi, 2-6-3, voilà. Et l'Arkham, oui. Et après, ouais. Et l'Arkham, oui, qui est en Turquie, hein, mais c'est un bon étalon. C'est ça, c'est en Turquie, ouais. Super étalon pour moi. Et French Lover, prenez-le en note parce que c'est un magnifique cheval. Je pense qu'il va bien progresser à 4 ans. Mais alors l'autre qui l'a battu, Magique du Brizet, c'est Magique du Brizet qui l'a battu sur le style exactement. De Compiègne. Il était engagé dans le Agitato et il court même à Londres. Voilà, donc c'est ça. La 6e, c'est les Masters, le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Avec le nom partant, c'est le numéro 2, Colo Kiko. On l'a appris aujourd'hui. Gilles, ça rabat les cartes en quelque sorte derrière. Oui, si tant est que c'était bien sûr une première chance théorique. Maintenant, quand on peut avoir des prétentions dans le Grand Steeple Chase de Paris, il était peut-être pas évident d'arriver à 100% pour le Robert de Clermont-Tonnerre. Donc là encore, entre la forme
du Grand Prix de Pau avec Exupéry, avec kilomètre illimité qui a doté, kilomètre illimité, on n'a pas pu le juger. Voilà. Kentucky Wood qui a quand même terminé l'année par une deuxième place dans le Courtois, mais qui rentre, et d'après François Nicole, il va avoir besoin de cette course, mais c'est quand même un vrai adepte des terrains lourds. Et lui, il est aussi très confirmé à Auteuil, ce qui n'est pas le cas de Exupéry, de kilomètre illimité, qui n'a pas adopté le 4 à Auteuil pour l'instant, il n'a pas cassé les 3 pattes à un canard. Et puis Krone du Berlay, qui reste sur des succès, mais il a eu des parcours protégés, et il va être intéressant de voir face à ces chevaux-là. Et puis je n'ai pas cité Interdit de jeu, qui peut être aussi très bien, puisqu'il a été époustouflant l'an passé. Donc c'est une course, à mon avis, extrêmement compliquée, extrêmement ouverte. Voilà. Celui qui offre le plus de garantie comme ça, à part la question de forme, c'est le 7 Kentucky Wood. Et qui va adorer ce terrain d'ailleurs. Oui, mais bon, faut pas qu'il manque. C'est ça. Thomas. Gilles a bien résumé la situation, c'est une course super difficile. Moi, je suis d'accord avec Gilles. Kentucky Wood, c'est celui à ce niveau-là qui a montré plus de garantie avec le terrain, la distance, enfin tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que les autres ont moins de métier à Auteuil. Je suis d'accord avec Krone du Berlay. Il a toujours été un peu protégé. Il a gagné son Morgex, mais il a toujours eu, c'est un 5 ans contre les vieux. Donc voilà, faut voir un petit peu à ce niveau-là. Ça va être une étape, malgré que ça soit un très bon cheval, mais ça reste quand même une étape à passer. Capa 4T en forme de Pau, comme Exupéry, et comme kilomètre illimité, qui malheureusement est tombé dans le grand style, mais de Pau, et qui, à mon sens, moi, j'y voyais une très bonne chance, donc malheureusement, qui est tombé sur le plat, et Interdit de jeu, qui a fait une superbe fin d'année, qui a montré son aptitude au terrain lourd, et qui a vraiment passé un cap en fin d'année. Donc voilà, non, vraiment des chevaux qui se tiennent, et difficile de faire un choix. J'ai hâte de revoir kilomètre illimité, quand même le 5. Est-ce qu'il a déjà couru à Auteuil en steeple une fois, mais il avait perdu les pédales à la rivière des tribunes, les rênes avec Florent Bay, et après il était tombé sur le mur ou bout de ligne d'en face, alors qu'il avait plus qu'une reine. Enfin, c'était catastrophique, mais bon, un coup de pas de chance, il avait piqué d'une à la réception, les rênes étaient passées de l'autre côté, et Florent Bay n'avait pas réussi à les remettre. Enfin, c'était mais pour moi, j'ai un petit penchant quand même aussi pour kilomètre illimité. Je l'avais fait en favori pour le Grand Prix de Pau, c'était un peu mon préféré, il est tombé. Mais je suis sûr qu'il vaut Capa 4T Exupéry largement. Je suis sûr qu'à Auteuil, dans une course comme ça, il a couru à Pau, il va être prêt. Donc je le pense, j'en ferai mon favori. Si j'ai un choix à faire. Le cheval a trébuché, c'était pas de sa faute en plus. Voilà pour ce groupe. La 7e, le prix Bougie. C'est un handicap divisé, c'est la 2e épreuve, il me semble, sur les 3600 mètres. Oui. Gilles, avec toi. Alors là, j'ai eu Erwan Graal, je l'ai senti quand même très chaud avec Kim Fly, le 2, qui adore ce terrain-là. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle est à portée 70 kilos. Ça me gêne un petit peu. Mais bon, elle devrait être dans le coup quand même, le 2. Mazarin du Berlay, c'est sûr que c'est surtout pas Cagnes qui est son hippodrome. Auteuil et le terrain lourd, ça va lui aller. Est-ce qu'il a soufflé? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, il a mis Quentin Samaria dessus. Il n'a pas mis de jockey. Il bénéficie donc de la décharge. Oui, c'est en théorie une bonne chance. Le 4 Furioso, il avait gagné cette course où il avait l'an passé. Il y a Jardin Secret qui avait montré une super forme, et puis ça s'est plus mal passé. Mais attention, parce que l'entraînement de Céline Lequin, ça peut amener des chevaux prêts. Et puis, pourquoi pas dans le bas du tableau, le 12 Litette du Lanier. Enfin voilà, là aussi c'est compliqué à mon avis. Thomas. Ouais, j'avais retenu un peu les mêmes chevaux, le 2 Kimpla qui ressemble d'un bon meeting de Pau, le 3 Mazarin du Berlay qui sera plus dans son univers à Auteuil, dans le terrain lourd. J'aime beaucoup Jardin Secret aussi. Je pense qu'il a à reprendre cheval qui est 3006. 3006, ça va lui convenir, c'est un cheval qui est de l'avant. Et le petit Henri Boudard, le 11, qui était un peu sur les rotules un peu en fin d'année, mais s'il a repris un peu de pressure cet hiver, dans ce terrain-là, je pense qu'il est compétitif. Et la dernière, la 8e, c'est le prix Doublon, la 3e épreuve en handicap. Avec toi, Thomas, cette fois-ci.
Et ben là-dedans, là on est en 50 témoins, donc là c'était pas facile. Moi je prendrais les chevaux qui ont récemment fait des bonnes perfs ou en moins en fin d'année qui ont été réguliers. Je pense au 7, Jiquito qui est pas loin de gagner son handicap. Hein. En fin d'année là, il était pas loin d'en gagner un. Le 11 Galet Doudéry qui est super régulier et le 5 Nova Scotia qui a fait un meeting de Cannes correct. Il a contre lui de découvrir Auteuil. Voilà, c'est le seul truc, mais c'est un cheval à cette valeur-là qui est compétitif. Voilà, c'est un peu les trois que j'ai retenus. Après, pourquoi pas le gars juste parce que c'est un vieux serviteur qui est archi dur et dans ce terrain-là, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, j'étais parti sur 7, 11, 5 et 8. Gilles. Oui, non, j'ai rien à ajouter puisque moi j'ai mis 7, 11, c'est-à-dire Jiquito, Galet Doudéry, Algajus, mais je suis mal marié avec. D'ailleurs, je sais pas qui est bien marié avec, mais bon, voilà. Et puis le 5, Nova Scotia. Je sais que toi, tu aimes bien, Samy, le 10 Walfer sur une ancienne valeur, mais Voilà, vraiment, l'année dernière, quand je regarde ces 5 sorties, c'est arrêté, 10e, arrêté. Donc, oui, c'est normal qu'il ait baissé sur l'échelle des valeurs, mais bon, ouais. Mais bon, ça, là, c'est vraiment... faut être en forme pour toucher ces courses-là. Mais c'est le genre de course où on peut avoir de grosses surprises. J'avais bien aimé la dernière course du 4 aussi, T-Zooms. C'était à Fontainebleau, c'était pas mal en venant de l'arrière. Voilà pour la réunion d'Auteuil samedi dans le terrain lourd. Merci Thomas. Quel est ton programme maintenant pour la semaine? Est-ce que tu as des montes? Je monte demain à Auteuil et dimanche matin, je prends l'avion, je pars une semaine en famille. Très bien. Donc, tu ne seras pas là pour le samedi 23 alors? Non, désolé, samedi 23 Fontainebleau, je ne serai pas présent. Non, c'est Auteuil. C'est le lundi 23. Je rentre dimanche matin, donc lundi 23, je serai présent. D'accord, ok, super. Je reviens pour le lundi 23. Mais on avait une semaine creuse, là je loupe Saint-Brieuc dimanche, et puis samedi Fontainebleau, et après c'est que du plat dans la semaine, donc c'était assez calme. Et là, c'était l'occasion de partir en famille. On est parti 2 mois à Pau sans voir les enfants. Donc, voilà, une petite semaine pour bien rattaquer, la saison. Recharger les accus et prendre un peu de soleil. Exactement, un peu de vitamine et puis pour bien rattaquer le printemps. Très bien, encore une fois. Et si vous voulez une info de dernière minute, tiens, c'est marrant, il pleut à Cagnes. Il pleut à Cagnes, c'est le mot de la fin. Merci Gilles Barbarin, merci Thomas. Merci. On se voit demain à Auteuil, bien évidemment, pour la réouverture. Merci Samy. Vous restez avec nous, Gilles. On va aller sur les pronostics parce qu'il y a du galop ce week-end et c'est vous qui êtes en charge des pronostics du galop. Juste avant Alexandre de Koopman qui lui nous parlera des trotteurs et notamment de la réunion du Critérium des jeunes, c'est dimanche à Vincennes. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, ce dimanche 15 février, les courses ont lieu à Cagnes-sur-Mer en plat. Il y aura 8 courses au programme. Sachez qu'il y a 4 courses sur la PSF, 4 courses sur le gazon. Un gazon qui devrait être collant, à mon sens, certainement dans les 4-4, 4-5 à peu près. Faut regarder sur France Gallo. On va commencer par le prix Georges Sandor. La première épreuve, ils sont 6 sur la PSF. Une course pas facile avec des pouliches face aux poulains. La pouliche, le 5 Alratil, a fait très belle impression à l'occasion de ses débuts. Elle va sans doute répéter, sans doute. Voilà. Attention aussi ce Vaticana qui a très bien couru en dernier lieu. C'est pas une course si simple avec les pensionnaires de Christophe Escuder qui ont un peu de qualité comme le 4 Maximilien. Là, ce pas de vague a sans doute progressé sur cette tentative. Bref, vous l'avez compris, c'est une course très ouverte. La deuxième épreuve, le prix Policeman. Bon, je suis déçu par cette classe 1 qui réunit des 3 ans sur 2150 mètres. Maintenant, on est en fin de meeting, piste hachée pour les jeunes chevaux. Ils sont pas nombreux à tenter l'aventure. Là, Saint-Martin devrait gagner, à mon sens. C'est la première chance. Et puis derrière, on va choisir entre le 4 l'Abbaye et le 5 Muaria. Muaria qui a été excellente dernièrement. La troisième épreuve du programme, il s'agit d'un réclamé sur 1600 mètres. Le 2, Jess Casgan descend de catégorie. Il revient également sur la PSF.
C'est un pensionnaire d'Henri-Alex Pantal qui devrait pouvoir jouer un premier rôle. Attention au 8, la Maritza, qui apparemment ne s'est pas adapté du tout l'autre jour à la piste collante. On va la reprendre. Et puis au 9, Delamina, tout à fait capable de bien faire, même si j'aurais préféré qu'elle évolue sur une distance plus courte. La 4e épreuve, une autre course à réclamer. Attention à l'As Silver Arrow, qui est en pleine forme, qui a montré des valeurs très intéressantes. Face à lui, le 3, surtout Ivory Spring, qui a remporté plusieurs courses sur cette PSF, sur ce 1300 mètres. Donc méfiance. As et 3 et As, un peu à chacun les siens. Derrière, comme trop fait, peut-être le 8 Inside Matters, sur ce qu'il a fait de mieux. Et puis le 2, le central, qui a peu couru. Alors je sais pas pourquoi il n'a pas beaucoup couru durant ce meeting, mais attention à lui. La 5e épreuve, c'est la plus belle course de la Réunion, le prix Stonewall. Il s'agit d'une liste adresse pour des 80 et plus sur 1600 mètres. C'est la finale Prelitrack Challenge avec le 2 No Lunch qui est monté sur sa tentative de rentrer l'autre jour. Il est associé à Maxime Guyon qui revient de Hong Kong. Et donc No Lunch, le 2, première chance. Derrière là, un instant a très bien couru sur la PSF. L'autre jour, c'était 2000. Il sera tout aussi bien sur 1600 mètres. Derrière, pour les surprises, le 10, Surtemissen, qui a été excellent dernièrement à Pau, où il a devancé Wally. Le 9, Colin the Brave, c'est une découverte tout à fait valable. Et puis derrière, peut-être le 5, Khazar. La 6e épreuve du programme, il s'agit d'une course handicap. Alors, il y aura 3 handicaps de 12 partants sur 1500 mètres. Dans la 6e, le 11, El Professor Shop est capable d'aller très loin. Alors, c'est pas un vrai gagneur, mais il doit pouvoir être dans les 3 premiers. Attention au 4, Red Runner, qui a peut-être eu le contre-coup de sa bonne rentrée l'autre jour. Mais Red Runner a le 12 dans les stalles de départ. Elle attend. Faut voir comment ça va se passer. Peut-être le 6, Miguelito, qui a été fortement baissé sur l'échelle des valeurs et qui peut se placer, tout comme les pensionnaires de Mathieu Boutin, l'As Baway Island, le 8 Sweet Damiana, et le 2 Lucky, l'entraînement de Dominique Chenu qui a été loin l'autre jour. La 7e épreuve du programme, j'ai une jument qui court là-dedans, le 2 Catalina. Alors l'autre jour, ça s'est très bien passé avec le 1 dans les stalles de départ. Elle a pu serrer le rail comme elle est gauchère, ça a été. Un numéro à l'extérieur, donc il va falloir composer avec ça. Mais elle est restée très bien, donc elle a une chance tout au moins pour les places. Face à elle, le 3 Grand Macho, qui a été excellent dernièrement. C'est la forme de Cédric Boutin. Le 6 Ciacchino, où il faut sans doute le reprendre. Attention au 8 aussi, Polo Baby, qui fait toutes ses courses. Et au 9, Logi. On va ensuite terminer la 8e épreuve du programme. Il s'agit de la première épreuve de ce handicap. Le 8, Forwin, a très bien couru dernièrement. Il accumule les bons résultats. Il est muni de nouveau de hier australienne et il doit pouvoir bien faire. Je ne sais pas ce que va donner Beniad, qui est capable dans un bon jour de remporter évidemment un tel handicap. Que va donner le 11 Out of the Blue sur ce terrain collant, je n'en sais rien. Et puis on va faire attention aux 2 pensionnaires de Christophe Escuder, le 9 Amoremia qui reste sur un succès, qui a été pénalisé mais qui est compétitive, et le 10 Sleepy Suzy qui nous doit une revanche, et qui doit une revanche à ceux qui l'ont joué. Voilà pour cette réunion de Cagnes du 15 février. Jouez bien. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Allez, on va faire le papier pour les courses au trot du week-end. On a une belle réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, donc on va faire le papier d'abord de dimanche et après on fera les autres réunions du week-end. On va commencer par la réunion du Super Top 5. Donc dimanche, le Super Top 5, c'est la 5e course du programme. Une course européenne dans laquelle on a un bon favori avec ce 8, un Global Concept qui est vraiment très performant en étant plaqué devant et déféré des postérieurs. Il reste sur 2 victoires dans cette configuration dans laquelle il est d'ailleurs invaincu. Le rallongement de la distance ne me fait pas peur plus que ça, donc je pense qu'il peut poursuivre sur sa lancée. Le 11, Janko Ofort, qui a gagné la course de référence dans un bon style, qui est vraiment irréprochable tout au long de ce meeting d'hiver. Donc logiquement, il va encore falloir compter avec lui.
Le 6 Gisou d'Étang, on le sait, c'est pas un grand gaucher. Maintenant, il a montré qu'il était capable de bien faire la grande piste de Vincennes et ses longs parcours. Voilà, donc lui, ce sera une question de sagesse. J'aime bien le 2 Gersino Sport qui évolue rarement, plaqué devant et déféré des postérieurs. C'est une configuration qui lui réussit bien. Le 5 Imhotep Fromantro, qui a bien fait dans la course de référence. Il était un peu juste pour finir parce qu'on lui avait enlevé les cloches énormément. Donc son partenaire pouvait pas trop le lâcher. Il pense qu'il aurait pu mieux faire avec sa configuration normale. Ce sera le cas cette fois, donc attention à lui, bonne chance pour les places. Le 12 Jolivière du Gers. Jolivière du Gers qui effectue une petite rentrée après avoir été malade, mais c'est vrai que l'atout fraîcheur peut être sympa en cette fin de meeting. Le numéro 15, Idole d'Ourville, qui redescend de plusieurs échelons, elle qui a participé au Pirée de France. Et le 4, Chestnut. Chestnut, c'était la grosse note en dernier lieu. Alors, c'est son entraîneur qui est encore à son sulky, Daniel Reden. Donc, il va falloir qu'il sorte un peu des pièges. Parmi les regrets, on pourrait citer notamment le 10, Journée rêvée, ou encore le 13, Nice présente. La première course du programme, une épreuve sous la selle. Je vais faire confiance au 8 Ibrox Park, qui avait fait très belle impression dans cette spécialité l'avant-dernière fois. Il a couru mi-figue mi-raisin en dernier lieu au sulky, mais je trouve que l'eau est largement à sa portée. J'aurais bien dit Imelda pour être deuxième, le numéro 6, mais elle est seulement plaquée des antérieurs, alors je vais lui préférer le 5 Humour Festif. Un cheval très dur qui a fait un truc en dernier lieu et qui a repris un peu de fraîcheur. La deuxième course, c'est une épreuve réservée à des concurrents européens de 4 ans. Forcément, face à nos Frenchies, ça paraît un peu plus compliqué pour les Français. Je pense que le numéro 12, Musan Kibutsuji, a très bien couru l'avant-dernière fois dans un lot plus relevé. Un cheval qui n'a besoin de personne. Il peut aller devant dans cette catégorie et il mérite une victoire de ce genre. Maintenant, il faudra battre le numéro 9, un Go Big Effet, un fils de Guderipré, qui a très bien couru en dernier lieu. Il est tombé sur un os avec Gurion Fonte, un très bon élément de Monsieur Engverda. Parmi les Français, je dirais la meilleure chance, peut-être le numéro 15, Mad Max Jeff. On enchaîne avec la troisième. La troisième, c'est une épreuve assez ouverte, je trouve. J'ai un petit coup de cœur pour le numéro 9, un Level 1 Siga, qui a été déféré les 4 pieds à 2 reprises, qui a très bien couru à chaque fois. En dernier lieu, il a mis du temps à pouvoir s'extirper du piège dans lequel il était. Il a très bien fini. J'aime beaucoup également le numéro 8, Littéraire, qui retrouve Eric Raffin pour l'occasion. Le 12, Bichibam, qui a couru une fois déféré des 4 pieds, qui s'est imposé, mais qui effectue une rentrée cette fois. Voilà pour les priorités de la course. Ensuite, on aurait pu citer le 11, Le Bif, ou le numéro 10, Lino Guillerville. La quatrième course, épreuve intéressante, réservée à des J. J'ai un coup de cœur pour le 14, Joker de Marzy, qui est vraiment au top actuellement, qui évolue déféré des 4 pieds. Ça lui est pas arrivé depuis le mois d'août 2024. D'ailleurs, il courait bien ce jour-là après sa disqualification à Vincennes, donc cheval de classe. S'il reste sage, il peut largement s'imposer. Le 8 jours et nuit, un dur à cuire. Une fois qu'il est en tête, celui-là, faut aller se le cogner. Donc première chance également pour lui, même s'il n'a pas beaucoup de références à Vincennes. Et le 13, Jog Geloka, c'est la ligne avec jour et nuit. Ensuite, on passe à la sixième. La sixième, tout simplement, c'est le Critérium des Jeunes, le contre prix Comte Pierre de Montesson. C'est une épreuve de haut niveau, je trouve, avec des poulains très intéressants. Depuis le départ, j'ai un faible pour le 13 Normandie Niemen, qui est une pouliche de très grande qualité. Elle a été très forte la dernière fois. Elle est plaquée des 4 pieds pour la première fois. Je pense qu'elle peut mater les mâles, et notamment le 11 Nobile. Nobile, qui est un poulain avec un très très gros moteur, qui n'est pas toujours simple. Par contre, on sait qu'il a vraiment beaucoup de qualité, donc il faut espérer qu'il n'a pas trop usé après un meeting un peu chargé, mais voilà, au papier, c'est vraiment une toute première chance. Derrière ces deux-là, on va reprendre le 12 Nuevo Cash, qui se classait juste derrière Nobile en dernier lieu. Ensuite, on a le 10 Never Forget. Attention, il est plaqué pour la première fois. Il n'était pas si loin que ça. Le 8 Nelson MG, qui est capable de bien finir quand il est décidé. Ça s'est mal passé pour le 14 Nocif du Choquel. En dernier lieu, il faut peut-être la reprendre. Voilà. En tout cas, pour mes préférés, le 13 Normandie Niemen et le 11 Nobile. La septième course, c'est des femelles avec une épreuve assez ouverte quand même.
je vais racheter le 3 classe au fort, malgré le fait qu'elle aligne les disqualifications. À chaque fois, c'était la note. Si ça veut bien sourire et surtout si elle négocie bien le dernier tournant, elle peut tout à fait s'imposer dans cette épreuve. Je lui oppose ensuite le numéro 10, Caline du Locher. Attention, elle est plaquée devant cette fois. Elle courait très bien en dernier lieu. Je pense qu'elle a sa place sur le podium. Le 15, Queen's Pride, évidemment, qui est irréprochable, qui découvre un bel engagement. Le 8, Cassia, qui a très bien fini en dernier lieu. C'est également une cliente intéressante. On enchaîne avec le prix d'Orthez. C'est un groupe 3 dans lequel l'attraction sera le 2 minutier du Gersin qui aligne les victoires cet hiver. Il va franchir plusieurs échelons cette fois, mais je le pense tout à fait capable. Je pense qu'il a vraiment de la marge. Le 9, Make Your Day, qui aligne également les victoires. Attention, c'est un Mostra de Manville qui se serait sans nul doute imposé en dernier lieu sans sa faute. Et le 5, Ginger Joe, qui était malade en dernier lieu. Faut pas le juger là-dessus, c'est un très bon élément. Il est peut-être pas à 100%, mais attention, gare à lui. Dans la 9e course, c'est le prix du Pont-Avis de EC. Le 8, Impaladval a pu recharger un peu les accus. Ça fait partie de ses objectifs. Maintenant, il faudra pas qu'il s'endorme en chemin parce que le 5, Idéal du Rocher, qui a fait une rentrée victorieuse au Sulky, qui avait été très bon lors de son essai sous la selle. Il était 3e derrière Eros Zola. Il rendait la distance à Isla Morada. La vitesse est son sport, donc gare à lui, il peut donner chaud à notre préféré. Et enfin, la 10e et dernière course. Dans cette course-là, ça se résume peut-être à un match Bazir contre Bazir, avec le numéro 3, Maninen Seven, qui aura l'avantage d'être plaqué devant et déféré des postérieurs. Il pourra, pourquoi pas, essayer de prendre sa revanche sur le 6 Melospin, mais qui est également un très bon élément et qui rattrape le temps perdu après un début de meeting un peu chaotique, mais on le sait, c'est vraiment un top poulain. Allez, on va passer désormais au pronostic de la réunion de samedi sur l'hippodrome d'Agen. La première course réservée aux amateurs, le 2 Impec de Bertrange, qui s'est imposé avec son partenaire en étant plaqué, qui a hérité du 2 à la voiture, qui apporte de sérieuses garanties avant le coup. Le 5 Jack du Truffier qui redescend d'un cran ici. Et j'aime bien comme outsider le 2 Joue pas avec moi, qui vient d'arriver chez Simon Laloum et qui le met en mode course d'entrée de jeu. Un cheval qui avait montré de la qualité par le passé, donc méfiance. Chez les apprentis, on a une belle épreuve avec le numéro 5 Jet, qui a été drivé une fois par Adem Omrani et ils s'étaient imposés ensemble. Donc le cheval est revenu vraiment au mieux actuellement et je pense qu'il offre des garanties. Il faudra battre le 2 Jasmin Gemma, qui est totalement déféré cette fois, qui est confirmé également avec son partenaire. Derrière, attention, on dit Red Bull Pellini qui se déplace du sud-est avec des ambitions. Le 8 Bomberman est extra corde à droite, mais il n'a pas été gâté au tirage au sort. La 3e course sous la selle, le 3 Jean de Tara des Bois, me semble un peu un ton au-dessus, jugé sur ce qu'elle vient de faire à Vincennes dans un tout autre lot. Le numéro 8 Ron Bird Devol ne s'est pas trop plu en dernier lieu sur la grande piste. Je pense qu'il sera beaucoup mieux sur ce profil plat. J'aime bien le 7 James of Carly qui est nettement plus fort corde à droite. La 4e course réservée à la jeunesse, le 5 Nino de Larrey qui a ouvert son palmarès plaisamment à Saint-Brieuc. Le 6 Knight de Janeiro qui a beaucoup de vitesse et qui peut faire un numéro sur ce parcours, attention. Le numéro 8, Nevita Love Joe, qui sera plaqué pour la première fois, mérite un large crédit. La tentative sous la selle peut lui avoir fait le plus grand bien. La 5e course, le 6, Mon Rêve, qui dépend de l'entraînement redoutable de Sylvain Dupont. Il a été mis dans du coton, il est déféré des 4 pieds pour la première fois, il s'annonce redoutable. Ce sera surtout une question de sagesse pour son principal rival, le numéro 3, Matma Danica. Dans la 6e course, le 5, Marmottan, qui a franchi un cap plaqué devant et déféré des postérieurs. Il fait office de bonne base pour vos jeux. L'As Midnight de Chenu, qui n'a pas eu la bonne course à Angers pour sa reprise. On va le reprendre pour les places. Dans la 7e course, le 7, Lemon Kern, qui a été battu de très peu pour le succès à Bordeaux. Le chrono était vraiment excellent. Donc, sérieux candidat pour la victoire. Je lui oppose le 4, Lover de Chenu, le 5, Looping d'Éritré, qui viennent de terminer ensemble. C'était sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Et enfin, on termine par le temps fort de cette réunion. J'ai fait confiance au numéro 4, Crackmania, qui a rejoint les box de Marc Sassier. Elle se plaît sur les profils à main droite. En tête, je pense qu'elle peut mettre tout le monde d'accord. Le 13, Indie Rock, c'est une première chance théorique, mais il doit quand même rassurer et faire ses preuves sur les profils à droite. Le 3, Iki Joy, en tête, c'est une base de jeu. Et pour un bon outsider, que si vous cherchez le 8 Héraldique, qui est nettement mieux sur les profils corne à droite. Dimanche, nous aurons également une réunion du côté de Pontchâteau. Pontchâteau, réunion assez ouverte, mais il y a quand même des chevaux intéressants.
La première, c'est pas la plus folichon de la Réunion, mais le numéro 9, un Mystère de Subligny, qui a fait une réapparition assez prometteuse à Nantes et qui est déféré des postérieurs cette fois. Je pense que c'est une bonne chance dans cette épreuve, avec le numéro 5, Mario Daffling, et le numéro 2, Mario Bello. Dans la deuxième course, une course sous la selle, je tente très bien le 6, Carat Biffet, un cheval qui a été longtemps absent, il a 3 parcours dans les jambes, il retrouve sa discipline de prédilection avec le numéro 10, Caporal Game, le 9, Calico Jack et le 5, Kyoto Gema. Dans la troisième course, je vais vous en donner qu'un, le numéro 9, le Ténor de Mauve, qui semblait avoir pas mal de gaz quand il a fait la faute en dernier lieu à Bordeaux. Là, il a une belle occasion de se réhabiliter avec un engagement au premier échelon. Quatrième course, épreuve intéressante, le 14, Kimi Jali, je l'ai vu gagner pour sa rentrée victorieuse à Cherbourg. Elle a perdu ses adversaires en route, je pense qu'elle peut tout à fait doubler la mise. Abattre le 11, Kismi Jamini, qui s'est imposé également pour sa rentrée à Argentan. Le numéro 9, Quel Rapide du Lupin, qui est à reprendre en priorité. Et attention, 4, Kenzo de l'Étoile, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Dans la cinquième course, Pierre-Louis Dezonnette, je pense qu'il a trouvé les bons boutons avec le 14, Joyeux Nona, qui a fait belle impression en dernier lieu sur les polombes de Machecoul et qui peut poursuivre sur sa lancée. Le 15, Juste du Gers, qui a croisé ses adversaires pour finir à Argentan. Le 11, Gélenia Bella, qui s'est imposé dans un bon style à Nantes en dernier lieu. Et enfin, un outsider, le 4, Justin Dali, qui vient de rejoindre les box de Charlie Marie, un cheval qui avait éprouvé de la qualité en début de carrière. On lui enlève les 4 chaussures d'entrée de jeu. Attention à lui. Ensuite, pour les dernières courses du programme sur l'hippodrome de Pontchâteau, le temps que je retrouve de la connexion, évidemment. Donc la 6e, l'épreuve réservée à la jeunesse. Je vais pas trop m'avancer. Beaucoup de débutants, les autres ont pas montré de gros moyens. Donc la 6e, je vais la passer. Et enfin, la 7e course. La 7e course, c'est l'épreuve réservée aux drivers amateurs. Une course aussi très très ouverte. Donc je pense qu'on va faire l'impasse sur les 2 dernières de Pontchâteau. Mais vous pouvez faire un petit report, à mon avis, dans la réunion entre Joyeux Nona, Kimi Jali, et pourquoi pas tenter pour une cote un peu plus spéculative, Cara de Busset. Voilà les amis, on se retrouve vendredi prochain pour toutes les infos au trot. À très vite.